live, s'il vous plaît. Et là, je vais vous le dire une seule fois, parce que nous sommes ensemble en général pour de longues soirées. Aujourd'hui aussi, nous avons énormément de choses à vous dire, à se dire. Vous savez qu'on ne s'ennuie jamais dans nos émissions. Je vais les diviser en deux parties. C'est une bonne nouvelle pour les uns et les autres. Il y aura une partie échange, questions-réponses, mais elle va intervenir très tard, très tard à la fin de tout ça. Quand j'aurai terminé mon Congo 100, c'est là où je pourrai faire cela. Donc, pour qu'on ne soit pas victime de bugs, de perturbations, de ruptures de son et je ne sais quoi, je vous prie d'envoyer énormément de cœurs, d'envoyer énormément de cadeaux pour que le live soit entretenu, pour que le live soit sécurisé. S'il vous plaît, pensez-y, restez vaillants dessus, parce que autant vous aimez bien mes émissions, autant... quand on ne vous le rappelle pas, je peux parler pendant une heure entière sans la moindre réaction de votre part. C'est dommage. Je me rends compte simplement que le son est parti. À Wilfried, on n'entend plus. Pas de son, pas de... Bon, s'il vous plaît, étant donné que l'ennemi ne dort jamais, transmettez le maximum d'énergie positive à ce live où on apprendra énormément de choses, on partagera énormément de choses, où c'est une école virtuelle, c'est un temple de l'argumentation, un temple de l'interaction, un temple de la culture politique, de la remise en question et de l'analyse. Quand je dis temple, ce n'est pas la religion. Donc voilà, maintenant que la bonne chanson est terminée, nous allons pouvoir démarrer. Franchement, cette chanson, je ne sais pas si vous l'avez, moi je vous la recommande même comme sonnerie de votre téléphone, si vous croyez en la Renaissance, ou comme, je sais pas, comme réveil, bref, à vous de voir. Elle est super, surtout la fin, la Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de la Renaissance. Qu'est-ce qui a bâti l'Europe? C'est la Renaissance. C'est-à-dire, à une époque de l'obscurantisme, où on envoyait tout aux superstitions, on envoyait tout à la magie, on envoyait tout au surnaturel. Sachez que les Européens ont traversé à peu près les mêmes aléas que nous. Quand la science était reléguée au banc, quand tu essayais d'interroger le pourquoi du comment, tu risquais de brûler au bûcher parce qu'on t'accusait d'hérésie. Il y a des gens célèbres qui ont été assassinés comme ça par les pouvoirs publics ou par l'Église parce que l'hérésie. Vous avez Jeanne d'Arc en 1431 en France, vous avez Giordano Bruno en 1600 en Italie. Voilà. Après, on a eu ce qu'on appelait la Renaissance, c'est-à-dire on renaît un peu. À l'époque, on a eu, je sais pas, les grands empires, la grande Rome et tout ce que vous savez. Au milieu, on a eu une sorte de descente aux enfers et donc on a abouti à la Renaissance, le réveil. On est dans les ténèbres, on s'extirpe des ténèbres et on accède à la lumière, à la félicité, à la vérité. Donc c'est un peu ça l'idéologie du MRC, la Renaissance. Ce n'est pas simplement lié à un parti, c'est lié à une civilisation. Toute civilisation doit connaître sa Renaissance. Même la Chine a connu la Renaissance. La Chine était mise à genoux par tout le monde. Les Japonais, les Britanniques, qui les ont obligés à consommer de la drogue en 1839 à 42. On leur a fait une guerre pour les forcer à consommer la drogue. En 1856 jusqu'à 60, on leur a fait une deuxième guerre pour les obliger à consommer la drogue. En 1912, ils ont créé la République de Chine avec Sun Yat-sen. Ensuite, en 1949, à peu près une cinquantaine d'années, quarantaine d'années, enfin une trentaine d'années, on va dire plus tard, ils ont créé la République populaire et ils ont, procédé par leur renaissance. D'abord sous Mao Tse-tung avec le développement de l'arme nucléaire en 64 et après sous Deng Xiaoping dans les années 80 avec le développement technologique, industriel et commercial. C'était ça leur renaissance. Ils ont renoué avec la grande époque de la Chine impériale, la Chine qui a construit le monument le plus emblématique de la civilisation humaine, le monument le plus grand en termes de longueur, la grande muraille, la Chine de Sun Tzu, la Chine de Lao Tzu, la Chine de Confucius, la Chine des grands, la Chine de la dynastie des Qing. Ils ont donc eu leur renaissance et donc le Cameroun aussi doit avoir sa renaissance. Le Japon aussi a eu sa renaissance, c'est-à-dire
Voilà, nous sommes dans ce paradigme-là où on doit sortir de l'obscurité. Donc c'est très beau. Et en plus, on est l'Afrique en miniature. Nous étions il y a un instant. Je fais des petites parenthèses comme ça pour que nous puissions déjà nous réunir. Quand je fais des petites tirades comme ça dans d'autres sujets, c'est pour vous permettre de partager ce live massivement, d'informer vos amis, vos frères, vos cousins que le live a débuté. Là, je sais que nous sommes 100, 110 à peu près. On sera 400 à 500 d'ici quelques heures. Donc j'aimerais bien commencer quand il y a déjà assez de monde pour qu'il n'y ait pas des perdants au niveau de l'information sur le volet politique où nous allons partir. Donc là, nous sommes en train justement de parler de cette renaissance-là. Bon, l'Afrique en miniature, je disais, j'étais avec la très intelligente Kanda sur un live il y a quelques instants où nous parlions justement de l'Afrique en miniature à la lumière des écrits d'Engelbert Ving. Ayons rappelé que l'Afrique en miniature, c'est le constat d'un Camerounais, et c'est très bien que ce soit un Camerounais avant les autres qui aient constaté que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, c'est-à-dire l'Afrique dans laquelle vous trouvez tout ce que vous trouvez en principe ailleurs. La faune, la flore, vous trouvez, c'est-à-dire il n'y a aucun pays africain qui a des choses qu'on n'a pas au Cameroun. Les phacochères, les antilopes, les éléphants, les lions, les tigres, les bois, les pythons, les mambas noirs, les écureuils, la nature, les plateaux, les montagnes. On a d'ailleurs, voilà, une montagne qui avait été baptisée à l'époque de la grande civilisation carthaginoise. Quand les Carthaginois sont venus jusqu'à l'estuaire du Vouri, ils ont vu la montagne au loin, ils ont, mais ça c'est le char des dieux. On nous parle d'un certain Carthaginois Anon qui, justement, a fait cette observation et qui s'est dit, mais c'est pas possible, que c'est quoi ce monument? Comment la terre peut s'élever aussi haut? On y a plus de 4 kilomètres de haut. Le mont Cameroun fait 4095 mètres, c'est-à-dire 4 kilomètres vers le haut, vous ajoutez encore environ 100 mètres, c'est pour ça qu'on arrondit d'ailleurs à 4100 mètres, donc c'est magnifique. Vous avez la Sanaga qui fait carrément 1/5 de la distance Yaoundé-Paris, elle fait près de 1000 km, elle fait 918 km, c'est comme la distance Yaoundé-Paris divisée par 5 carrément, pour la longueur d'un fleuve. Vous avez, voilà, l'une des stations pluviométriques les plus denses au monde. On en parlait aussi dans le sud-ouest d'Ibuncha. On parlait, voilà, des monts Mandara, des Kapsiki, des gorges de Kola Aguidère, voilà, de tout ça, de la plaine côtière, de la grande forêt équatoriale, le poumon, c'est-à-dire le poumon du globe terrestre. En fait, avec la forêt amazonienne, la forêt équatoriale, c'est en tout cas la mamelle respiratoire, comme le poumon respiratoire du globe terrestre. Donc il y a tout ça, et le géographe camerounais, dont Jean-Félix Long a écrit une sorte d'atlas en 1975 qu'il a publié aux éditions Hatier, où enfin le titre c'est Géographie le Cameroun, et là-dedans il désigne le Cameroun comme l'Afrique en miniature. C'était exceptionnel, c'était très bien, et on a eu environ 30 ans plus tard, en l'an 2000, au début des années 2000, les Français qui sont venus avec monsieur Jean-Claude Bruno, qui a fait revivre cette expression, qu'il a repopularisée. Et vous savez, la vérité sonne blanche. Donc comme c'est le blanc qui a dit, vous vous êtes souvenu que vous êtes l'Afrique en miniature, et voilà. Donc en tout cas, sur la forme comme sur le fond, ce n'est pas faux du tout. Le Cameroun, l'Afrique en miniature. Donc c'est sur ces entrefaites que nous adorons et que nous magnifions la chanson que nous venons d'entendre. Donc voilà, n'oubliez pas, s'il vous plaît, comme je suis arrivé en retard, c'est mon petit mea culpa, comme j'ai commencé avec un long retard. Voilà, je nous permets ces petites parenthèses pour vous permettre à vous de partager, de diffuser, de communiquer sur toutes vos plateformes, que le live que les gens ont attendu, qu'ils ont regardé et qu'ils n'ont pas vu, et où ils ont fini par se dire que finalement le live n'aura pas lieu, c'est pour que vous le partagiez. Donc s'il vous plaît, partagez-le massivement. Salut à toi, Weiss. Une salutation de particulier Wilfried de la part du mouvement Arbiste. Salut à toi, Weiss. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Weiss, c'est les frères de Djibouti qui m'ont invité il y a environ 2 semaines à une conférence à Bruxelles. Nous étions en train de parler du panafricanisme et de la nécessité d'un panafricanisme d'État. Et vous voyez, Djibouti, c'est de l'autre côté, c'est la corne de l'Afrique. Et au Cameroun, vous vous dites certainement que non. Djibouti et le Cameroun, il n'y a aucun rapport. Djibouti et l'Afrique centrale, ça n'a rien à voir. Or, le panafricanisme, c'est ça.
vivre le panafricanisme par les actes, par la cohésion des efforts et par la convergence des visions pour une Afrique soudée face à l'impérialisme notamment. Ce n'est pas le panafricanisme de Paul Biya qui dit qu'il est le meilleur ami de la France et qui part s'asseoir et partage le café dans sa chambre d'hôtel avec l'homme qui a assassiné Muammar Kadhafi, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksa. Donc, le panafricanisme de nos frères djiboutiens est celui qui m'a conduit à Bruxelles, justement, lors du mouvement arbiste qu'ils ont lancé. Le mouvement arbiste, c'est en mémoire de Mahmoud Arbi, une grande personnalité djiboutienne qui a été assassiné, il faut le dire comme ça, assassiné en septembre 1960 dans un accident d'avion absolument suspect parce que Mahmoud Arbi était l'un de ceux qui avaient dit non au référendum du général de Gaulle. Général de Gaulle en 58 soi-disant demande aux colonies d'hier si elles veulent rester sous le giron colonial ou si elles veulent amorcer leur indépendance. Vous avez Sékou Touré qui dit non, en disant à De Gaulle les yeux dans les yeux, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la recherche dans l'esclavage. Et toute l'Afrique parle de Sékou Touré, à l'ouest de l'Afrique. Mais on oublie que de l'autre côté, à l'est de l'Afrique, il y a un homme qui dit exactement la même chose à Sékou Touré, le fameux Mahmoud Arbi, qui n'a pas plus de, qui a à peine la trentaine sonnée, c'est pas des vieillards, c'est des gens comme Lumumba, des gens qui vont perdre la vie à 31, 35 ans, 36 ans, des choses comme ça, bien avant leurs 40 ans, et qui, avec la même vaillance, dit à monsieur le général de Gaulle, ah non, l'Afrique aspire à l'authenticité, l'Afrique aspire à la souveraineté, l'Afrique aspire à la grandeur, à l'autonomie, à l'indépendance et à la dignité. L'Afrique n'est pas là pour jouer la serpillière et les faire valoir du continent. Et c'est notre faute un peu en Afrique centrale d'oublier ce côté-là du continent, le côté est, parce que Djibouti c'est un pays francophone. Il est certes minuscule, il fait à peine 23 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire c'est pas beaucoup. Il y a environ 900 000 habitants à Djibouti. C'est clair que c'est la population de Douala divisée par 4, mais c'est quand même un pays, et c'est un pays francophone entouré de pays enfin francophone pour dire la langue internationale, sinon ils ont leur langue, ils ont leur langue, leur paradigme ethnique, les Issa, les Afar, ils ont une authenticité autochtone, voilà. Mais c'est un pays quand même justement qui a subi le giron colonial français depuis la conférence de Berlin de 1884 jusqu'à l'indépendance de Djibouti, justement en 1977. Enfin, l'indépendance sur le papier. Vous avez eu des gens comme le président actuel Ismaël Omar Guelleh qui ne brille pas par sa volonté de faire grandir le peuple djiboutien et de lui donner la prospérité qui lui revient, parce que Djibouti est situé dans un endroit de l'Afrique superbe, vraiment superbe, c'est-à-dire la liaison entre l'océan Indien et l'Europe, à travers la mer Rouge, à travers le canal de Suez, à travers la Méditerranée. Et voilà, elle est située pile poil au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, qui veut dire en français la porte des lamentations. Et sur ce détroit, vous avez énormément de crises, énormément d'échauffourées et par conséquent énormément de bases militaires, parce que les Américains, les Chinois, les Japonais, les Français, les Espagnols, les Italiens, ils veulent sécuriser leur commerce qui passe par là. Le détroit de Bab el-Mandeb contrôle près de la moitié du commerce international, dont Djibouti est un pays dont dépend près de la moitié du commerce mondial. Le pétrole qui vient de Dubaï, la prospérité de Dubaï, où vous les Camerounais aimez y aller, la prospérité d'un pays comme le Japon, qui vend ses PlayStation, qui vend ses Nintendo, qui vend ses voitures, ses Nissan, les conteneurs, la quasi-totalité des marchandises japonaises passe par le détroit de Bab el-Mandeb, donc par Djibouti, et la quasi-totalité des importations japonaises maritimes, en tout cas, passe par là. Donc c'est un pays stratégiquement important qui devrait être beaucoup plus riche qu'il ne l'est aujourd'hui, mais qui est embrigadé un peu comme le Cameroun par un petit gang, une petite caste, une petite clique autour du président Ismaël Omar Guelleh, qui s'accapare l'essentiel de la richesse et qui accepte qu'on leur paye un montant famélique de 150 millions de dollars. C'est ridicule. J'avais pris l'exemple là-bas de Cristiano Ronaldo, qui lui gagne 200 millions de dollars, là où il joue à Al Nasser en Arabie Saoudite. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo empoche, lui seul, bien plus que l'État djiboutien, bien plus que 900 000 personnes qui habitent à Djibouti. Ça fait que, normalement, vu l'importance stratégique de Djibouti, l'État djiboutien devrait
voilà, récolter plus. Mais à la place de ça, on a un président donc qui s'accapare l'essentiel du pouvoir, qui muselle la presse, qui envoie ses opposants en exil, qui, un peu comme Kaka Déby au Tchad face à Yaya Djilo, qui bombarde parfois le camp de ses opposants. Voilà, on a ce genre de choses et qui fait à Miami pour sécuriser son pouvoir avec toutes les bases qui sont là. La base américaine qui est là depuis 2002, la base chinoise qui s'est implantée en 2016, les bases italiennes, espagnoles qui sont là depuis les années 2010, la base japonaise. Voilà, vous avez un pays comme ça qui est convoité par à peu près tout le monde, où le port de Doraleb à Djibouti-Ville, qui est la capitale du pays, appartient littéralement à à l'impérialiste. C'est un peu ça, et c'est dans ce cadre-là que j'avais été invité par nos amis djiboutiens, dont Sowais, qui vient de me dire bonjour en commentaire, pour partager un peu les problèmes que nous avons en commun, pour rappeler à l'Afrique centrale qu'elle doit aussi se souvenir de la corne de l'Afrique, parce que nos problèmes sont les mêmes, et parce que, quand on dit panafricanisme, vous aimez parler de Kadhafi. Kadhafi, lui, il avait donc pour modèle le général Nasser, et le général Nasser, c'était quelqu'un qui avait saisi l'importance de cette région. C'est pour ça qu'il avait, pour punir les Européens, nationalisé le canal de Suez, avec tous les problèmes que ça contient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le canal de Suez, c'est, quand vous regardez votre carte de l'Afrique, quand vous partez de l'océan Indien, vous entrez dans le golfe d'Aden, au niveau de la corne de l'Afrique, vous tombez sur un petit bras de mer, là où ça se rétrécit, entre le Yémen et Djibouti. Vous avez donc le petit bras de mer, là, de 30 km de long seulement, le fameux détroit de large, 30 km de large, le fameux détroit de Bab el-Mandeb, qui relie donc, justement, l'océan Indien, dans le golfe d'Aden, à la mer Rouge, et c'est la mer Rouge qui finit au niveau de l'isthme de Suez, qui a donc été coupé en deux lors de la création d'un canal, le fameux canal de Suez du général Nasser. Donc, quand on tire, quand on regarde dans les origines, quand on analyse toutes les analogies, on se rend compte qu'il y a de superbes parallèles donc entre Djibouti, le canal de Suez, le général Nasser, Kadhafi, le panafricanisme, nous, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important, hier comme aujourd'hui, de se rappeler toujours cette histoire, de ne pas abandonner un pays qui partage nos réalités, qui partage la langue coloniale qui nous a été imposée, qui partage, le même paradigme colonial. Je vous ai dit, les Français sont là depuis 1884. Ils ont une base militaire là-bas. Ça fait plus de 150 ans. On est en 2024. Ils ont leur base militaire toujours là-bas. Maintenant, les Chinois sont arrivés. Ils ont mis leur base militaire à seulement une dizaine de minutes de route de la base américaine, non loin du port. Une base militaire, la plus grande base militaire littéralement étrangère sur un territoire externe au sien, qui peut contenir 10 000 personnes. Donc voilà, il y a ce type d'éléments là, et c'est pour ça que c'est important. Donc le fameux panafricanisme auquel nous étions conviés à Djibouti il y a quelques semaines, parler de ces éléments. Alors bonjour à toi cher Weiss, merci encore de l'invitation, c'était super. Je pense d'ailleurs, dites-le moi si vous avez regardé, j'avais mis j'avais pas mis le vlog parce que WhatsApp n'avait pas accepté les musiques que j'avais mis en fond sonore. Mais sur Facebook, j'avais mis le vlog de tout mon petit week-end là-bas, en Belgique, et avec un extrait de la conférence qui avait été filmée, presque une demi-heure de conférence d'intervention, donc vous pouvez retrouver ça sur mon mur. Donc voilà, j'espère que le petit parallèle, la petite parenthèse sur Djibouti vous a ouvert les yeux sur ce pays. On aura l'occasion d'en reparler après si vous avez éventuellement des questions. En tout cas, j'espère que le petit éclairage et surtout l'importance de Mahmoud Harbi comme de Sékou Touré, en tout cas l'importance de l'existence même de cet individu, j'espère que maintenant vous avez pu voir qu'il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale au niveau de la lutte anticoloniale, au niveau du non au colonialisme français dans les années 60. J'espère que pour ceux qui ne s'y étaient jamais intéressés, vous avez pu y voir un peu plus clair. Donc, cher Weiss, comme je disais, aujourd'hui nous allons donc parler de notre cher et beau pays, le Cameroun, qui a énormément de problèmes, autant que Djibouti, voire plus, qui est sous le joug d'un homme appelé Paul Biya, qui est coupable d'énormément d'exactions, d'énormément de malversations au niveau du mépris de la loi, au niveau de, malversation financière, malversation, en tout cas de toutes sortes de malversations politiques. Merci Alexandre K.
N'oubliez pas, continuez. J'aime bien les cœurs qui montent. Continuez de tapoter cette conférence pour qu'elle soit, parce qu'elle sera très profonde. Vous savez qu'on passe énormément de temps ensemble et surtout que nous allons échanger. Donc suivez attentivement pour que nous puissions échanger et relever ce que j'ai dit. Vous pourrez poser des questions après. Et voilà. Donc sécuriser le live avec le maximum de cœurs possible, le maximum de cadeaux possible, et on va partager le maximum de connaissances possible sur la personne de Clément Atangana au Cameroun. Donc, comme j'ai dit, je vais diviser le live en deux parties. Une partie où je vais y intervenir comme à mon habitude, et une partie que je ne fais pas tout le temps, c'est-à-dire la partie échange et la partie questions-réponses. Mais maintenant, la première partie elle-même, je vais aussi la diviser en 2 ou 3 parties. La première, je vais revenir sur la conférence du président Maurice Kamto hier, la conférence de presse qu'il a donnée hier au siège du MRC, où il a notamment relevé les incongruités du Conseil constitutionnel, les incongruités du régime Biya. On va revenir dessus, je vais vous refaire un petit briefing de toute sa conférence, des grandes lignes, et on va les expliquer point par point. Je pense que ça va être assez passionnant. Et après, on va arriver sur le volet 2, où je vais, faire un peu des ajouts avec les compléments d'information sur les violations de loi de manière générale de ce régime et ce qu'il y a lieu de faire. En fait, on est dans ce paradigme-là d'éducation et d'édification politique pour que les Camerounais, le maximum de Camerounais soient éveillés et sachent un peu ce qu'ils retournent. Donc partagez et ne vous en faites pas, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, même si vous avez l'impression que c'est des coups de pied dans l'eau qu'on donne. Un jour, on sera des milliers, des millions à partager, cette idéologie de la renaissance du Cameroun. Le MRC a un long chemin parcouru depuis 2012. Aujourd'hui, on est en 2024. Ça fait 12 ans. Quand vous voyez le MRC dans son état embryonnaire en 2012 et vous voyez aujourd'hui, tout le monde ne parle que du MRC. Ça veut dire beaucoup de chemin a été fait. Donc, Et on va continuer et croyez-moi, d'ici 2025, à l'approche notamment de l'échéance électorale, nous aurons tellement de choses à faire, tellement de personnes à réveiller que nous n'aurons même pas assez de bras et assez de bouche pour éveiller tout le monde. C'est pour ça que nous avons recours notamment aux réseaux sociaux. Il est vrai que dans les réseaux sociaux, c'est quand tu parles du Congo-Ça que tu auras dans un premier temps énormément de personnes, mais là n'est pas notre focus. Il vaut mieux construire 2-3 lions qui savent où ils vont, qui sont fiers d'eux, qui sont aguerris, qui peuvent se défendre, que d'avoir un millier de moutons. Hier j'étais dans je circulais comme ça sur TikTok, l'un de nos concitoyens, je crois du Camer, il était en train d'organiser un échange où on avait 2 Woubi, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, 2 Ndepso pour les Camerounais, qui étaient en train de se chamailler. Donc et je voyais il y avait 1300 personnes en ligne. Je suis revenu quelques heures plus tard parce que évidemment je n'allais pas m'attarder plus de 4 secondes et demie sur 2 Ndepso qui se chamaillent. Je suis revenu quelques heures plus tard sur le même live qui était désormais à 250 personnes parce que maintenant ça parlait de politique. Donc c'est normal. On est issu d'un peuple à qui on a dit réfléchir, ça fait mal à la tête. Réfléchir, parler des choses compliquées, faire des remises en question, ce n'est pas facile. Donc on veut pas se chauffer la tête mieux. On parle des choses triviales qui amusent la galerie, qui nous font soi-disant oublier le quotidien ou que sais-je encore. Donc ce n'est pas, il faut pas leur en vouloir. On vient de là. Le biaïsme dans lequel nous vivons a été fait pour ça. Je vais même peut-être ouvrir une parenthèse dessus. Vous avez vu comment le Apucho national, Stéphane Agbré, a été arrêté en Côte d'Ivoire parce que il continuait de vendre le rêve comme vous avez l'habitude de faire en brandissant des liasses de billets. En plein 2024, à l'époque des cartes bancaires, brandissant des liasses de billets comme celles liquides sur les réseaux sociaux en mode « je suis riche, voyez-moi, enviez-moi, lui on l'a mis en prison ». Le Cameroun aussi aura à ce moment-là, on va amorcer justement ce paradigme parce que pour l'instant, au contraire, dans le régime Biya, ce genre de personnes sont utilisées pour abrutir la masse. Lui, il en a besoin. Le régime Biya en a besoin. Il a besoin de toutes ces distractions, de tous ces frémigneux, de toute cette trivialité, de toute cette, de toutes ces entités dissipées qui, empêchent et qui vous font croire que ceux qui prônent la renaissance, ceux qui prônent le respect des valeurs, le respect des droits, c'est eux qui font mal. Et c'est ça qui vous donne un pays où quand quelqu'un fait une émission en ligne où il vous parle de l'état de droit, de la torture au Cameroun, on lui dit le combat c'est sur le terrain, tu penses que c'est sur les réseaux sociaux que tu vas changer le Cameroun?
Pourtant, quand c'est le Congo-Ça, le Japap, il ne voit pas que c'est encore une manière plus stupide d'utiliser les réseaux sociaux. Il vaut mieux quelqu'un qui distille les informations en faisant meilleur usage des réseaux sociaux parce qu'il dit à ses concitoyens, voici l'histoire, voici la politique, voici notre pays, plutôt que quelqu'un qui dit, ah, vous savez, Balthazar et ses 400 femmes, la position qu'il utilisait le plus, c'était la position 69 et ensuite, il met bien la 94 et ainsi de suite. Donc, on sort de là, on va progressivement, lentement, avec beaucoup de patience, faire ce ménage éducatif et sortir, voilà, nos citoyens du tartare dans lequel on les a mis pour les empêcher d'interroger les questions politiques. Je vais faire une petite trêve encore, 4 secondes de chanson, le temps de bien s'installer et nous allons en venir sur le vif du sujet avec Atangna Clément à la lumière du paradigme, enfin de la conférence de Maurice Kamto. Et voilà, c'est par là qu'on va, entre autres, commencer. Je vous laisse le temps de partager, voilà, de sécuriser le live encore de meilleure manière, de maximiser les tapotages, de maximiser... Voilà, je vois déjà on est à 23 000 cœurs, c'est très bien, le live ne risque pas d'avoir des ennuis à ce rythme, donc... faites toujours monter vos fameux cœurs qui me vont droit au cœur, faites monter vos cadeaux qui me vont droit au dos, et on écoute un petit extrait de la chanson de la Renaissance, et on parle de la mièvrerie politique à laquelle se livre Paul Biya et son gang de malfrats à Yaoundé et ailleurs. Voilà, sans plus tarder alors, Diane de Bibi demande pourquoi tu nous effrayes avec le portrait d'Atangna Clément en grand en plus. Et c'est ton président du Conseil constitutionnel et je te signale un peu de respect. Et en plus il est patriarche dans l'Union ISO. Donc voilà, faut respecter la sardine. Ah pardon, faut respecter les aînés et les patriarches. Bon, c'est important, c'est très important. Donc comme je l'aime beaucoup, ce cher Atango, je l'ai mis là en avant. Fred dit le port du cerveau est obligatoire. Oui, le port du cerveau est absolument obligatoire ici. Ici on ne rigole pas. C'est pour ça d'ailleurs que avant de laisser place aux interventions et à la partie échange, j'ai l'habitude d'exposer plus ou moins longuement. Donc, voilà, bonjour à Chocolat qui a rejoint. Bonjour à tous les... Rassurez-vous, hein, le panel ne sera pas couvert aux MRCistes. Tout le monde y sera invité. Même ceux qui ne partagent pas l'idéologie du MRC. Vous savez, j'aime bien échanger avec vous, parfois vous les biaistes qui me suivez. Ça nous permet de, comment dire, d'approfondir certaines choses. Ça nous permet d'étaler la vacuité qu'on a en face et ça nous permet de mieux expliquer. Parfois, c'est même mieux vraiment d'inviter les biaistes que d'inviter des gens qui pensent comme nous. Donc, Clément Tangna, bon, ça va, il a 83 ans, n'insultez pas. Moi-même, je ne serais pas beau à 83 ans. Bon, déjà, vous ne me trouvez pas beau. Dans ma verte jeunesse actuellement, ce n'est pas 83 ans, bon, dans une cinquantaine d'années que vous allez me trouver plus beau. Donc, laissons Atangna Clément sur le plan physique. C'est Atangna Clément, bon, disons que s'il y a bien un endroit où il est laid, c'est sur sa négociation politique, sur sa manière de faire la politique, sur son assujettissement politique envers Paul Biya, et voilà, dans l'ensemble. Donc, hier, vous avez certainement pu le constater, là nous commençons pour de vrai. Le président de la Renaissance du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Monsieur Maurice Kamto, a tenu une conférence de presse au siège du MRC où il revenait notamment sur l'aspect politique et tous les aléas politiques auxquels nous avons été confrontés ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, et dans le contexte des inscriptions sur les listes électorales, dans le contexte de toutes les fraudes et de toutes les manipulations dont nous avons été victimes de la main de ce régime, il a justement fait un étalage de toutes les violations de loi dont le régime s'est rendu coupable. Je vais revenir ici dessus point par point. Donc comme j'ai dit, je vais faire le compte rendu de sa conférence.
peut-être qu'on n'avait pas pris des notes quand il parlait, peut-être que c'était trop rapide, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas bien expliquées, on va revenir dessus, mais vraiment point par point, je vous conseille de prendre un cahier, de prendre un stylo, de relever les éléments qui pour vous vous font tilter, et éventuellement vous pourrez les poser dans la partie questions en commentaire, ou éventuellement ils pourront vous servir pour vos propres approfondissements politiques. Donc, dans le discours que Maurice Kamto fait, enfin dans sa conférence de presse, vous avez certainement remarqué qu'il a commencé par une précision. Le président Maurice Kamto a précisé d'entrée de jeu que dans un système démocratique, c'est-à-dire on part du principe que le Cameroun est une démocratie. Et là-dedans, il précise que la clé de l'accession au pouvoir, c'est l'élection. C'est-à-dire l'élection dont le changement, comme on dit toujours, dans la paix et par les urnes. Vous avez l'habitude de dire que le MRC veut prendre le pouvoir par les armes, surtout vous les biéistes là. Vous voyez pourtant qu'à chaque fois que le MRC communique, à chaque fois que Maurice Kamto communique, à chaque fois que nous communiquons, on parle toujours d'élection, on parle toujours des urnes, on parle toujours de changement dans la paix. C'est d'ailleurs notre slogan. Les seuls qui sont violents et qui font du mal à autrui, là-bas au Cameroun, c'est le RDPC. C'est-à-dire, si on met quelqu'un au défi de prouver un seul endroit où le MRC était violent envers un Camerounais là-bas au Cameroun, il n'y en a pas. S'il y a un militant du MRC ici en diaspora qui a violenté un Camerounais en disant je le fais en tant que MRCiste au nom du MRC, trouvez-le-moi, donnez-moi son nom. Donc, nous avons justement toujours opté pour cette idéologie latente, et si bien que certains se sont même moqués de nous. Vous avez les activistes de la diaspora qui, eux, ils ont la méthode active. Et vous avez parmi les activistes de la diaspora, certains même qui pensent que, comme tout changement dans la paix, est-ce que ça va donner quelque chose, le changement dans la paix? Non, c'est une dictature, c'est avec la méthode forte que la dictature est renversée. Nous, on est un parti politique, justement, et la vocation du parti politique, c'est la méthode politique, la méthode électorale. Et hier, Maurice Kamto l'a encore précisé. Bonsoir ma sœur Princess of Kama, je te prie de partager ce live. Bonsoir Captain Diane Raïssa, partagez ce live à vos amis, à vos connaissances, à ceux qui attendaient ce live au moment où je l'avais promis et qui a commencé avec du retard et qui pensent peut-être que le live n'a pas lieu. Bonsoir à Marcello et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc j'étais en train de dire que notre président prône le changement dans la paix et on est en plein dedans. Et hier, quand il tient sa conférence, il rappelle d'ailleurs une fois encore le changement dans la paix. Il dit c'est très important. Et il dit maintenant, il pose une condition à ce changement dans la paix là, parce qu'on n'est pas naïf non plus. Maurice Kamto dit le changement dans la paix dans un système démocratique, mais il est important justement que le jeu électoral soit équilibré pour qu'il soit le plus crédible possible. Ça nous permet de revenir à quelque chose que le président a dit il y a quelque temps en disant si les biéistes veulent danser la même danse macabre qu'en 2018 et tricher et falsifier les élections et opérer avec toutes les insanités qu'on les connaît, nous allons danser la même danse du désordre et les survivants construiront le pays. Comme les biéistes ne réfléchissent pas, parce que ce sont des crétins, non, Cré-Cré, la conférence est gratuite sur YouTube. Tu es incroyable. Je fais mon panel pour, analyser la conférence du président, une conférence qui a duré 1h47. Il y a une partie en français, une partie en anglais. Au lieu de l'écouter d'abord, j'ai annoncé ma conférence, j'ai annoncé les thèmes d'ailleurs il y a environ 6 heures de temps, dont tu avais le temps dans les 6 heures de regarder pendant 1 heure de temps et de venir faire le briefing. Quand on fait l'analyse d'un match, on ne remet pas tout le match. À quoi me sert d'ouvrir un panel pour vous faire écouter ce qui est déjà disponible gratuitement sur YouTube? Je ne fais jamais ça. Moi, j'ai des choses à dire, j'ai des analyses à faire. Pour faire écouter la conférence, mais je te renvoie simplement sur Facebook, va sur la page Facebook. Si je voulais vous faire écouter la conférence, je vous aurais mis le lien en disant allez réécouter la conférence de Maurice Kamto sur Facebook, point final. Pourquoi j'ouvre un panel TikTok où je remets encore une conférence que vous pouvez écouter sans avoir besoin de moi? Quand même, soyons raisonnables. Là, on est en train de faire le briefing dans le détail, l'analyse détaillée de tout ce qu'il a dit, parce que quand il parle, il ne revient pas. Il a donc dit, par exemple, le jeu démocratique doit être équilibré, et là, je suis en train de vous expliquer ce qu'il entendait par là. Les illuminés du camp biaïste, merci pour la rose, cher Bibiche. Les illuminés du camp biaïste ont donc pris la détestable habitude de nous dire « Hey, Maurice Kamto, violent comme il a dit que il va détruire le Cameroun et que voilà les survivants vont reconstruire le pays.
Or, monsieur, oui, effectivement, Hervé Mato, on appelle ça l'exégèse. C'est ce qui se passe avec la Bible, c'est ce qui se passe avec tous les écrits que vous connaissez. C'est-à-dire, il y a le récit principal, il y a maintenant l'analyse qui tourne autour. C'est ça qu'on appelle l'exégèse. C'est d'ailleurs à cause de l'exégèse que les gens au Cameroun là-bas fêtent le 15 août, la fête de l'Assomption, la Vierge Marie qui serait montée au ciel. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ce qui est arrivé, il y a après. C'est des gens qui ont décidé que bon, Dieu ne pouvait pas laisser la mère de son fils comme ça tranquille, donc il pouvait pas la laisser mourir comme tout le monde. Donc quand elle est morte, il a fait monter son âme ou son corps ou je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont montés au ciel. En tout cas dans l'Église catholique, ils avaient des tickets de réduction. Donc l'exégèse justement de la conférence de Maurice Kamto, c'est ce que nous faisons ici. Et il dit, contrairement aux illuminés biéistes, selon qui la violence de Maurice Kamto le pousse à menacer que si c'est pas lui, il va détruire le Cameroun. Non, ça c'est, comment dire, c'est de la manipulation, de la diffamation, c'est même de la sorcellerie. Maurice Kamto n'a jamais dit, je vais détruire le Cameroun, ou on va tuer tout le monde, ou les survivants vont construire le pays après. Non, il dit bien, le jeu doit être équilibré. Ça signifie Paul Biya a tout intérêt à respecter les règles. Normalement, si les biéistes sont certains de respecter les règles, ça ne devrait pas les déranger. C'est aussi simple que ça. Imaginez, vous êtes marié. Votre femme, elle vous dit, hé, toi là, je ne veux pas te voir chez la voisine parce que si je te surprends chez la voisine, moi je vais casser tout ce qu'il y a dans la maison. Toi tu te mets à dire, ah non, pourquoi tu vas casser, pourquoi? Bah, si tu te mets à dire tout ça, c'est parce que tu as prévu d'aller chez la voisine. Si tu n'as pas prévu d'aller chez la voisine, tu n'as rien à craindre, elle ne cassera rien, tout simplement. C'est exactement pareil. Maurice Kamto dit, ne comptez pas sur le fait que vous allez détruire. Ne comptez pas sur le fait que vous allez détruire, vous allez, le Cameroun, tricher les élections, frauder, manipuler la loi, comme ce que je vais vous décortiquer tout à l'heure en détail, et que le MRC va vous regarder, comme Maurice Kamto va vous regarder en souriant, en disant que, ok, bah, ça va, oh là là, vraiment, non. Vous ne pouvez pas faire les bandits et compter toujours à ce que nous on va faire les hommes intègres. Vous faites le désordre, on le fera ensemble. Vous faites régner l'ordre, on fera régner l'ordre ensemble. Les ambazoniens vous ont donné une leçon que vous n'avez pas retenue. Je ne dis pas qu'on va prendre les armes et devenir des ambazoniens, mais je dis apprenez des leçons de l'histoire. Vous avez violé les lois face aux anglophones et donc ils se sont mis à violer les lois face à vous. Et vous voyez que tout le monde est perdant dans la zone anglophone. Ce sont les Camerounais qui meurent et ce sont les survivants qui construiront le pays à la fin de la guerre anglophone. Exactement comme Maurice Kamto est en train de vous le dire. Les anglophones sont allés manifester comme la loi le leur autorise, la loi du 19 décembre 90. Vous avez envoyé les policiers les fouetter, les torturer et donc c'était un mépris de la loi. C'était une violation de la loi du 19 décembre 90. Eux aussi, ils ont donc décidé de violer les mêmes lois que vous, ayant pris les armes contre la République et aujourd'hui, une partie du Cameroun est en guerre. La meilleure façon pour que le Cameroun ne sombre pas dans le chaos électoral, post-électoral, c'est que vous respectiez simplement, la légalité. C'est tellement facile que je ne sais même pas pourquoi ça vous fait mal à la tête. C'est exactement le paradigme de la femme qui dit à son mari, si je te surprends chez la voisine, je vais tout casser. La seule, il y a deux types d'hommes à ce moment-là. Il y a un homme qui dit, dès qu'elle a fini de dire ça, il s'en fout parce qu'il sait qu'il ne va pas lui donner l'occasion de casser vu qu'elle ne le surprendra pas chez la voisine. À côté, il y a l'homme qui se met à protester, c'est-à-dire elle n'a même pas encore surpris le monsieur chez la voisine, il proteste déjà que, mais comment tu vas casser? J'avais acheté le meuble la chair, mais si tu as acheté le meuble cher et que tu y tiens, reste tranquille. Si tu te plains autant et que tu ne veux pas que je casse, c'est parce que tu as prévu d'aller chez le voisin. Donc si le RDPC se plaint, c'est parce qu'il a prévu de tricher et il a déjà commencé à tricher. C'est ça que je vais démontrer ici avec des preuves incontestables. Il a déjà commencé à tricher, il va tricher davantage pour les élections et on ne fait que l'avertir, arrête ça, ne triche pas. Donc la première phrase de Maurice Kamto dans cette exégèse que nous sommes en train de faire, c'est de vous expliquer que quand il dit la voie électorale, le processus électoral est le processus par excellence dans toute société démocratique et que la condition c'est que le jeu soit équilibré, c'est à ça qu'il fait allusion. On ne dira pas qu'il ne vous a pas prévenu, il ne fait que revenir sur les mêmes éléments à chaque fois en vous disant réveillez-vous, je suis en train de vous préciser quelque chose que je ne cesse de vous préciser. Donc à la fin il dit le résultat de ça, en tout cas le corollaire de ça, c'est les élections, à tout à l'heure, faille market. Je reviens dans 20 minutes, je suis encore au boulot. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on sera encore là dans 20 minutes. Partagez le live, s'il vous plaît, pour que notre cher faille market
soit suppléé par d'autres personnes qui ne sont pas là actuellement. Partagez le live une dernière fois avant de partir, cher Faye Market. Le maximum de personnes doivent être au courant de conférences comme celle-ci, parce qu'elles sont importantes, elles sont édifiantes. J'ai d'ailleurs remarqué que quand je fais mes émissions, il y a très peu de commentaires. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que les gens suivent, les gens prennent des notes ailleurs dans leur carnet, c'est une très bonne chose, parce qu'ailleurs je vois ça se chamaille souvent beaucoup, ça écrit beaucoup. Je suis content chez moi que ça écrit un peu moins. Donc le président précise, il précise par la suite que le résultat de ça, c'est donc une élection apaisée, parce que cela permet d'éviter les crises électorales et post-électorales. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer ici. Parce que on dit en sciences politiques, gouverner, c'est prévoir. Bonsoir, Roro. Bon, j'avais pas vu tes salutations, Roro. Tu sais, quand je sais de temps en temps que je jette un œil vraiment aux commentaires quand je suis, comment dire, quand je suis dans l'analyse, je ferme même les yeux. Vous savez que je ne vois pas. Donc, voilà. Je visualise. C'est quand je les ouvre que je vois, ah, tiens, il y a Roro qui est là. Bonjour à toi, Roro. Donc, toi, je t'ai dit, on va t'amener à la Renaissance. Même, tu sais que tu vas sauf que venir. Tu n'as rien à faire dans le camp d'en face. Ça, je te trahis devant tout le monde. Tu es trop intelligente, trop futée, trop sur tes deux jambes pour être dans certains paradigmes qui n'honorent pas la substance qui est la tienne. Ça, je vote contre. Donc voilà, et ça je te le dis. Donc laisse, je rêve, mais tout est parti d'un rêve. Qu'est-ce que tu crois? L'avion est parti d'un rêve. On voulait créer un avion AVION, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Et on a fini par le créer en se basant justement sur la mécanique de l'oiseau et la portance qui permet à l'oiseau de malayer l'air chaud qui est sur et en dessous de ses ailes par rapport à l'air froid pour générer en tout cas un mouvement vers le haut. Bref, on parlera de physique une autre fois, mais le rêve sera réalisé comme le rêve que nous avons sur la reconstruction du Cameroun, sur la renaissance du Cameroun. Donc salut à tout le monde, en tout cas il y a tous ceux dont je n'ai pas vu les noms. Je suis avec vous, on est ensemble. Le président précise donc que c'est le meilleur moyen de prévenir les crises électorales. Et ça obéit au paradigme auquel je fais souvent allusion quand je dis gouverner, c'est prévoir en sciences politiques. C'est ça qu'on appelle la manœuvre d'anticipation. Il faut anticiper les crises. Quand quelqu'un vous dit, si tu triches, je vais bagarrer, évite de tricher. Imaginez, on est aujourd'hui le 15 novembre 2024. Supposons même que Maurice, comme tu avais dit, je prends les armes en 2025 si Paul Biya triche. C'est-à-dire, s'il dit ça, s'il dit ça, je suis même d'accord. C'est-à-dire, et soyez un peu faisant une petite expérience dans le sagat, disons que ok, on va tout gâter. Maurice, comme tu dis, je prends les armes, je mets une bombe atomique sur Yaoundé si Paul Biya triche en 2025. Qu'est-ce que vous allez dire? À votre avis, quelle doit être votre réaction? Est-ce que vous devez dire que Maurice Kamto c'est un terroriste qui va exploser le Cameroun? Ou est-ce que vous devez vous dire, bon, ça signifie que si Paul Biya ne triche pas, il n'y aura pas de bombe atomique sur le Cameroun? Je pense qu'il faut plutôt taper sur le bouton 2. Si le président Paul Biya ne triche pas, le président Maurice Kamto n'appuiera pas sur le bouton rouge de la bombe atomique. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'il fallait faire lors de la crise anglophone. Il fallait y anticiper. À chaque fois, on disait, attention, vous torturez ces gens, ça peut tout gâter. Vous avez dit non, on va les torturer, on va les tabasser. Pourquoi ils se prennent pour qui? Ils veulent parler à Paul Biya. Eux, c'est qui? Quand Fontaine Meba, Agbor Bala ont créé le consortium, la courroie de transmission, le relais entre le régime et le camp d'en face, on a quand même dissous le consortium et on a continué à opérer par la méthode d'intimidation, la méthode de violence. Or, la violence, ce n'est pas une exclusivité. Tout le monde peut être violent. L'État détient le monopole de la violence légitime, mais pas le monopole de la violence. C'est-à-dire ce qui aboutit à la guerre de tous contre tous, dont parlent les Thomas Hobbes et consorts, c'est le mépris des règles. Quand il y a rupture du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, on aboutit à la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est exactement ce qu'on a eu donc avec la crise anglophone, et c'est exactement ce que Maurice Kamto dit en disant ne faites pas de la tricherie un mode de vie, ne faites pas de la fraude électorale une façon de faire, un paradigme politique, ne faites pas, ne faites pas de la mafia
une méthode électorale. Ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, tout le monde peut faire le désordre. Le même que vous faites, tout le monde peut le faire. Maintenant, si nous aussi on le fait, on va tous mourir. Et c'est les survivants qui vont construire le pays ensemble. Quand on est un bon dirigeant, on prévient, on gouverne par anticipation, c'est-à-dire on prône le pacifisme, on prône le respect des règles. En 1992, le président, le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, est venu rendre visite à Paul Biya en lui disant, mais tu es violent envers ton opposant, ni John Frondi, tu es violent envers les anglophones. Comment c'est possible? Alors que moi, prix Nobel de la paix, je suis prix Nobel de la paix parce que je prône la pluralité d'opinions, le respect des opinions contraires, l'équilibre des voix, VOIX. Comment toi tu peux opérer par la manœuvre violente? Et Paul Biya, on est en 2024, il n'a toujours pas compris, il n'a toujours pas tiré des leçons justement de ce que Desmond Tutu, le très respectable et très respecté Desmond Tutu est venu lui dire. Il continue toujours d'utiliser la manœuvre violente. Aujourd'hui, donc, on se retrouve à l'épisode 2.0 où, un an avant l'élection, un leader politique dit à Paul Biya, avant qu'il n'y ait de désordre, ne triche pas. C'est la même question que j'avais posée sur Longuet Longuet. Actuellement, Longuet Longuet n'a pas la machette, il n'a pas d'arme. Mais on l'a torturé pour rien, au mépris de la loi d'ailleurs, au mépris de la loi du code pénal camerounais. L'article 277.3, tous les alinéas jusqu'au dernier du 3 au 6, c'est-à-dire tous les alinéas de l'article 277.3 du code pénal camerounais interdisent la torture. C'est-à-dire, ça précise même les circonstances où ceux qui torturent doivent même être encore plus gravement punis. Mais on a torturé Longuet Longuet qui n'avait pas de machette entre les mains. Si Longuet Longuet prend donc la machette contre le régime de Yaoundé, est-ce que vous allez dire que Longuet Longuet est un violent, un ambazonien? Or, à l'époque où il n'avait pas la machette, vous n'avez pas voulu écouter son opinion. Tant et si bien qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a que la machette que vous écoutez. C'est donc ça la source du problème anglophone aujourd'hui. Les anglophones ne peuvent pas déposer en tout cas ceux qui combattent, ceux qui sont armés, ils ne peuvent pas déposer les armes aujourd'hui. C'est impossible. Parce que le message que Paul Biya leur a envoyé est toujours le même. Et le message que Paul Biya leur a envoyé était le suivant. Par le dialogue, moi je n'écoute pas. Par le dialogue, je ne suis pas avec vous. Si vous dialoguez, moi je vous tape. La preuve, ils ont dialogué, on les a tapés. Ils se sont donc dit, franchement, visiblement, le régime n'écoute que la barbarie et la violence. Et la preuve, le régime a organisé un grand dialogue national, même si c'était un faux dialogue, il a quand même organisé un soupçon de dialogue parce que les armes des ambazoniens ont fini par faire effet. C'est la vision des ambazoniens actuellement. Ils vont vous dire, si on n'avait pas pris les armes, est-ce qu'ils auraient fait le grand dialogue? Et justement, jamais. Et maintenant, ils n'ont même pas fait le bon dialogue. Donc, dans la tête d'un ambazonien ou des anglophones, ils se disent, on doit continuer à faire la guerre pour que demain, Biya initie le vrai dialogue ou qu'il initie les pourparlers qui vont nous amener à la sécession, vu que nous voulons créer la sécession. Donc, quand Biya distille, par exemple, le tribalisme sur la voie publique envers certaines tribus, si ces tribus-là décident, comme c'est des pacifiques, c'est des gens qui n'ont pas pris les armes pour protester contre le tribalisme, vous avez des gens qui continuent toujours de prôner le tribalisme partout dans les réseaux sociaux. Si ceux qu'on accuse, ceux envers qui le tribalisme s'exerce le plus, je veux dire le tribalisme d'État, les Bamileke par exemple, qui sont les principales victimes, les seules d'ailleurs, du tribalisme d'État actuellement, s'ils avaient pris les armes contre tous ceux qui les insultent, les dénigrent, il n'y aura pas de tribalisme au Cameroun. Donc en fait, c'est vous qui obligez vos adversaires politiques à utiliser la méthode violente parce que vous leur dites que la méthode pacifique ne fonctionne pas. C'est le message barbare que le RDPC envoie justement à ses opposants politiques. Et c'est pour ça qu'il y a la crise au Nozo, parce qu'on a un gang de malfrats qui refuse le dialogue. Et donc aujourd'hui, le président vous le dit, et j'insiste dessus, vous voyez, j'ai insisté dessus pendant une belle dizaine de minutes, où il dit le processus électif est la voie par excellence dans une société démocratique. Mais la condition sine qua non pour que ça ait lieu, il faut que le jeu soit équilibré. Si vous déséquilibrez le jeu, vous faussez justement les règles. Et celui que vous avez en face, lui, il ne va pas toujours se contenter de ça. Puisque vous avez faussé les règles, il va fausser les règles aussi. Et ça ne vous plaira pas quand il aura faussé les règles. Donc, chers biaïstes, allez dire à votre sarcophage de 92 ans, quand vous nous dites Paul Biya, il n'est plus mort, depuis les inondations, aussi, je vais même faire une petite parenthèse sur la falaise de Tchan, et également tout à l'heure, depuis les inondations et tout le tralala, là, est-ce que vous avez vu Paul Biya? Paul Biya a adressé une lettre de félicitations à Donald Trump, mais il n'est pas venu adresser une lettre de condoléances, il n'est pas descendu sur le terrain à Tchan. Vous convenez avec moi qu'on est en pleine sorcellerie. Donc, voilà.
Comme Paul Joseph, il ne s'agit pas de comparer. Quand tu as le tribalisme que subissent les Bassa depuis l'indépendance compte pour rien. S'il y a un tribalisme contre les Bassa, mais je parle de ça, j'ai fait il faut suivre nos interviews. Toi, tu écoutais la vidéo de Balthazar. Quand je faisais un live de 12 heures de temps sur le tribalisme, où j'ai parlé du massacre contre les Bassa, où j'ai parlé, c'était le 13 juillet, je te donne même une date, tu ne savais pas, quand on émet un mandat d'arrêt contre Ruben Omniobé, le 13 juillet 1955, et qu'on désigne l'UPC comme étant maintenant un élément dissident, un parti qui n'est plus autorisé, et que l'UPC gagne le maquis, j'ai parlé de ça. Il ne s'agit pas de comparer les souffrances. Je suis en train de dire au jeu que le tribalisme d'État est orienté principalement contre les Bamileke. Je n'ai pas dit que Biya aime les autres Camerounais. Biya met les Camerounais à genoux et les prive de tout, ça c'est clair. Il tue les Camerounais en désordre de tous les jours, parfois par action, comme il a tué ses services ont tué Martinez Zogo, comme il a tué Samuel Ouazizi, comme il a tué Samuel Ouazizi, comme il a tué tous ses opposants, les Rodrigue Baguio qu'il a laissé mourir en prison, bref, on va pas revenir sur la liste de ce que Biya a exécuté. Franchement, les Guérandi Mbara, je sais pas, la liste serait interminable. Donc, ça c'est clair. Maintenant, le tribalisme d'État, comme l'opposant principal à Biya. Si un Bamileke, Biya a orienté tout le discours politique sur la tribu de son opposant principal et non sur les programmes politiques. Et il a permis justement les sœurs de Jum en 92. Il a permis à ces ouailles, à ces éléments de distiller le tribalisme partout sur les réseaux sociaux, et c'est toujours contre les Bamileke. Même toi, tu peux le voir. Va parcourir les pages TikTok, tu ne vas pas voir des messages tribalistes contre les Bassans. Ce seront contre les Bamileke majoritairement, et c'est une volonté politique du gang de Yaoundé, parce qu'il veut que ce soit sur ce sujet-là, pour qu'on ne parle pas des projets de société et de tout ce qui est important pour les Camerounais. Je termine donc ce premier élément. Il y en a beaucoup. Comme d'habitude, on est dans de longues soirées ensemble. Il n'est que 17 heures, donc il va pas faire nuit maintenant. Donc voilà. Maurice Kamto revient donc dessus et dit: ne commets pas, cher Paul Biya, la même erreur que tu as commise en zone anglophone, en te disant tu vas tricher, tu vas torturer, tu vas faire tes malversations habituelles, et le camp d'en face ne va rien dire, et on va toujours regarder, il n'y aura rien. Non, anticipe, ne fais pas la même idiote erreur que lors de la crise anglophone. Ne fais pas ça, respecte les règles, il n'y aura pas de chaos dans le pays. Si tu ne respectes pas les règles, la probabilité de chaos est très élevée, et tu ne pourras pas te plaindre qu'après que les opposants ont mis le chaos. Non, c'est toi qui auras généré le chaos. C'est tout ce qu'on dit est archivé, tout ce qu'on dit est conservé. Actuellement, Maurice Kamto n'a pas de bombe entre les mains, il n'a pas d'armes. Je dis bien, si demain il vient au Cameroun avec le missile nucléaire que Kim Jong-un lui a emprunté, que Kim Jong-un lui a prêté, qu'est-ce que vous allez dire? Que c'est quelqu'un qui veut déstabiliser le Cameroun? Or là, actuellement, alors qu'il n'a pas l'arme nucléaire, vous rigolez même. Vous dites, il y a un certain Atango qui me dit carrément hier que Maurice Kamto, la plainte qu'il a déposée contre Clément Atanga, c'est le buzz. Vous voyez, le régime Biya a éduqué ses serviteurs à se moquer des méthodes pacifiques. C'est la même chose que le Nozo a subi. Quelqu'un vient y déposer une plainte selon ce que la loi a prévu. Vous dites que c'est le buzz et que c'est une perte de temps. Quel est le message que vous lui envoyez? C'est que la plainte, vous vous en foutez. Vous prenez au sérieux s'il prend les armes et se met à vous combattre. Mais tant que c'est la parole, c'est le buzz, ça n'ira pas loin. Et vous voyez, c'est ça là. C'est ça là donc qui déstabilise le Cameroun. Il y a la loi, il y a les tribunaux, on dépose une plainte. Ça c'est le buzz, ça ne va aller nulle part. Et vous êtes content. Maintenant, quand il dit, comme les plaintes ne vont nulle part, moi, je prends la Matendal 202, la machette comme Amer Kamer, et je m'en vais découper Paul Biya en morceaux. Vous dites, voilà, il est violent, il prend la machette, il veut découper Paul Biya en morceaux. Mais quand il n'avait pas la machette, c'est-à-dire, quand il n'avait pas la machette, vous faisiez comment? Oui, cher Valère Eric, même moi je suis parti et je lui ai demandé j'ai dit à un moment de ne plus m'envoyer des enfants sur le panel. Quand on fait de l'analyse politique, c'est pas il y a des gens qui ils veulent monter parce qu'on leur donne une plateforme TikTok pour parler. Et ils ne réalisent pas qu'il y a 300 personnes qui les écoutent et qui doivent être sérieux et des enfants dedans. Ils confondent avec les ragots de bar, ça devient le quartier et on n'est plus dans le vrai débat. La loi prévoit des recours légaux. On a justement recours à ces voies-là et quelqu'un dit c'est le buzz. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc tu es en train de prôner en fait la violence puisque tu es celui qui a recours à la légalité, le fait pour le buzz, pour se faire entendre. Donc ils vont prendre la machette et les armes et comme ça vous allez les écouter. Si les Bamileke avaient pris les armes et les bombes
pour se défendre, personne n'allait les insulter dans les réseaux sociaux. Parce que chacun allait savoir que quand tu insultes un Bamileke, il te découpe à la machette. Or, les Bamileke sont pacifiques et utilisent les voies de droit. Et vous disent que quand le régime va changer, la loi du 24 décembre 2019 contre le tribalisme va s'appliquer sur vous. Quand ils vous le disent, vous vous moquez de vous, ricanez. Vous dites, ah, ça ne va jamais arriver. Paul Biya ne va jamais perdre le pouvoir, donc on va continuer à vous insulter et on n'aura toujours aucune sanction. C'est ça que vous dites, c'est le message que vous dites. C'est vous qui radicalisez les Camerounais et c'est pour ça que j'ai toujours dit dans toutes mes analyses que le premier ambazonien c'est Paul Biya. Il est le tout premier ambazonien. On se souvient très bien, c'est-à-dire très bien de cette époque au début des années 2016-2017. C'est-à-dire, on a essayé, on dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ensuite, le consortium a été créé, le consortium était écouté. On s'est dit, ben voilà, la guerre ne va pas aller très loin. Oui, dis-leur de tapoter, cher Denis Cameron, tapotez s'il vous plaît. Maximum de cœur, maximum de cadeaux pour ce live qui devient de plus en plus intéressant, comme vous pouvez le constater. Donc, à ce moment-là, on leur a dit, on s'est moqué du consortium, on s'est moqué de toutes les mesures, on a dit, force reviendra à la loi, force et rigueur à la loi, tout le blabla là. Après, on a laissé Emmanuel Sédia quitter le poste de Minat, il est devenu Mincom, on a donné le Minat à un fou, un animal du nom de Atanganji qui est venu avec encore plus de brutalité. Et aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation totalement inextricable. Donc c'est ça, là, les messages pervers, les incitations perverses que vous envoyez aux Camerounais. Et Maurice Kamto vous prévient donc en disant, faites attention, c'est par là qu'il a commencé. Et ce n'est pas pour rien qu'il commence par là dans son point de presse d'hier. Il dit bien, la voie électorale, c'est ça là. Nous, c'est le changement dans la paix. Nous, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Mais pour qu'il y ait changement dans la paix et par les urnes, vous devez respecter le jeu. Je veux que les biaistes se connectent massivement sur ce forum. Après, je vais leur demander de monter. On va échanger, je vais leur poser des questions, ils vont me répondre si Atangna Clément, ici à l'image, a respecté la loi, si Eric Essoussé a respecté la loi, si le Conseil constitutionnel au Cameroun a respecté la loi. Et là, vous allez nous répondre que bon, si maintenant, donc, l'opposition décide de faire le désordre, vu que vous faites déjà le désordre, vous, le parti au pouvoir, est-ce que vous allez dire que l'opposition est violente? Parce que non seulement faites le désordre, mais vous avez déjà mis la police prête en alerte pour mater ceux qui vont se plaindre contre ce désordre-là. Si quelqu'un dit qu'il va marcher pour la démission d'Atangna Clément, on va l'arrêter, l'envoyer au tribunal militaire et aller le torturer à la machette. C'est ce que vous avez prévu, c'est ça votre menu. Vous, les fameux démocrates, vous, les fameux mendiants de la paix, Paul Biya, et blablabla. Donc maintenant, si l'opposition décide d'utiliser les mêmes armes que vous, est-ce que vous allez dire que l'opposition est violente alors que c'est vous qui avez déjà commencé la violence au moment où personne n'est violent? C'est le RDPC et uniquement le RDPC qui déstabilise le Cameroun. Donc voilà. Et comme il a dit, Maurice Kamto, le résultat, donc c'est le résultat, c'est des élections apaisées quand vous respectez les lois. Le résultat, c'est les crises électorales et post-électorales qu'on évite. Et voilà, gouverner, c'est prévoir. Je vous prie d'écrire ça quelque part. Si vous n'avez pas un cahier, écrivez ça au mur avec le stylo. Vous allez effacer après. Mais faut pas oublier, gouverner, c'est prévoir. Un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui prévoit les crises. Il n'y a pas que les crises politiques, il y a les crises de toutes sortes. Il y a les crises de toutes sortes dans plusieurs registres. Il faut les éviter. Maurice Kamto précise donc après le véritable rôle d'un parti politique. Quand il a fini de dire tout ça, il dit « Notre souci est de veiller à la bonne tenue des élections. À la bonne tenue des élections. » Et il ajoute depuis les inscriptions jusqu'à la tenue des élections en elles-mêmes. Et il conclut en disant « C'est la vocation d'un parti politique. » Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans? Je vais quand même réexpliquer, même si normalement c'est compréhensible pour tout le monde. Il dit, la vocation d'un parti politique, c'est justement de veiller à la bonne tenue des élections, entre autres, depuis les inscriptions, en tout cas de veiller à l'état de droit. C'est ça le rôle d'un parti politique. Il y a des gens, et je vais y en parler aussi, qui nous ont reproché d'avoir boycotté les élections. Ils nous ont reproché, pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections, il fallait aller aux élections, machin, parce qu'à l'Assemblée, vous allez changer les choses. Et, calmez-vous. Si je vais prendre un exemple biblique parce que vous aimez ça, vous allez mieux comprendre. Il y a beaucoup, 90% de ceux qui nous aident, les Camerounais sont à au moins, je sais pas, 75% chrétiens, 20% musulmans et 5% qui se débrouillent dans 2-3 choses parallèles. Donc, quand je parle de Jésus, vous savez très bien, le pasteur vous a parlé de ça dimanche, c'est sûr, quand vous étiez à l'église. On a demandé, Jésus s'est retrouvé en train de se balader dans un champ de blé. On était samedi, le Shabbat chez les Hébreux.
le sabbat, le jour du repos, le 7e jour. Et les disciples avaient faim, ils se sont mis à cueillir les épis, le blé, ou c'est le blé, ou c'était le mil, je n'étais pas là, donc foutez-moi la paix. Ils se sont mis donc à cueillir les épis, à les frotter entre leurs mains et à manger. Les pharisiens remarquent ça et prennent Jésus au piège et viennent dire à Jésus que mais, dis-moi un peu, le type, tu nous as dit, tu sais, Moïse a dit dans la loi de Moïse, il faut respecter le jour du sabbat. C'est écrit dans nos lois, c'est un jour sacré. C'est le jour où Dieu s'est reposé de sa création et dont il est interdit de travailler, le jour du sabbat. Mais voilà, tes disciples, on a vu Simon-Pierre et sa bande là, les Simon-Pierre, les Lévi, Matthieu, on les a vus là-bas, ils sont en train de cueillir le blé pour manger. Or, c'est le jour du sabbat, cueillir le blé, c'est un travail. Ils ne doivent pas travailler. Et Jésus leur demande que, mais, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et que l'une d'elles tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va pas aller la chercher et ne sera même pas heureux justement de l'avoir sortie du trou. Donc, on peut vous poser, plus ou moins la question de la même façon. Vous qui dites que si à l'Assemblée qu'on change les lois, si à l'Assemblée, si on kidnappe votre fille, vous là, vous un Camerounais, on kidnappe votre fille. Vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas à l'Assemblée. Est-ce que vous allez attendre d'avoir des élus pour aller au commissariat vous plaindre contre justement le kidnapping de votre fille? Est-ce que vous n'allez pas intégrer une association qui défend les enfants, qui défend la protection des mineurs et tout le tralala? Est-ce que vous allez attendre d'avoir des députés pour faire ça? À quel moment vous vous êtes mis dans la tête que l'état de droit ou la politique était une science électorale? À quel moment vous êtes mis dans la tête qu'on commence à défendre autrui, son prochain, le citoyen, les lois? Parce qu'on est à l'Assemblée. Vous avez pris ça où? Qui vous a dit ça? C'est vous-même que vous êtes levé un jour, vous avez fini votre bol de riz le matin avec le reste de sauce d'arachide qui avait fini par durcir hier. Dès que vous avez fini de manger, c'est calé à un niveau dans le gosier. Et ça vous a fait délirer, vous avez décrété comme ça, comme une formule magique, que non, le seul moyen de changer la vie, le seul moyen de créer une société viable, c'est à l'Assemblée nationale. Ça s'est passé comment? En fait, j'ai envie de savoir. Parce que si on kidnappe votre enfant, si on vient, je sais pas, le bailleur vient, il vient, vous mettre hors de la maison alors que vous avez payé le loyer. Est-ce que vous allez aller dans l'Assemblée, à l'Assemblée nationale et demander aux députés de vous défendre? N'est-ce pas en tant que citoyen camerounais, vous-même vous allez vous défendre, vous-même vous allez présenter le contrat de bail en disant mais j'ai payé, regardez, voici le virement, je lui ai payé, j'ai un contrat de bail sur 2 ans, voici le virement que j'ai fait. Vous allez vous baser sur les textes en vigueur, sans être à l'Assemblée, vous allez le faire. Mais comme la sorcellerie est camerounaise, on a réussi à vous mettre dans la tête que le seul moyen pour un parti politique d'exister, c'est d'avoir des élus. C'est quoi ça? La politique, c'est la science de l'émulation quotidienne. Ce n'est pas une science électorale, pas du tout. C'est la science du mouvement et de la mobilisation quotidienne. Et donc, le MRC dit que la vocation d'un parti politique, c'est donc de veiller à l'état de droit. Quand tout à l'heure, je vais citer les différentes lois violées par Atangna Clément, vous allez me dire comment il faut d'abord être à l'Assemblée nationale pour se plaindre contre ces lois-là. Non, chaque citoyen peut se plaindre contre ces lois-là. Chaque citoyen peut déposer des recours, chaque citoyen peut porter plainte, chaque citoyen peut descendre dans la rue et manifester. Depuis quand vous avez besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour manifester? Est-ce que les gilets jaunes en France étaient à l'Assemblée nationale? Vous avez vu un groupe parlementaire gilets jaunes à l'Assemblée nationale? Est-ce que en Allemagne, lorsque Susanne Wist, celle qui a mis en place le Grundeinkommen, le salaire minimum, une simple militante, une activiste, sans poste électif, sans rien, est-ce qu'elle était à l'Assemblée quand elle a justement organisé ces manifestations pour justement alerter, ces pétitions pour alerter sur la question? Est-ce que quand on a réclamé l'emprisonnement d'Amourou Bellinga et de toute sa clique qui ont assassiné Martinez Zogo, on était à l'Assemblée, on avait besoin d'être dans l'Assemblée pour s'indigner et réclamer justice pour Martinez Zogo? La sorcellerie vous donne quoi, chers Camerounais? Donc s'il vous plaît maintenant, rayez cela de vos papiers et dites-le aussi à vos enfants. On n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale pour défendre l'état de droit ou pour exister en tant que parti politique. Pas du tout. La preuve, les 5 dernières années, vous les avez vues au Cameroun. Tout le monde parle du MRC. Même les militants du PCRN parlent du MRC. Ils ne font pas des lives pour parler du PCRN, ils font des lives pour parler du MRC. Les militants du RDPC font des lives pour dénigrer le MRC et non pour présenter le programme politique du RDPC. Quand ils parlent de leur parti, le RDPC, c'est pour faire la fête de la jouissance, comme on avait avec Vondayolo et toute la bande de jouisseurs, de Petrosar, de Don Pérignonard et d'Odontolar qu'on a vu ça et là dans les villes du Cameroun le 6 novembre.
Tout le monde parle d'un parti qui n'a pas d'élus à l'Assemblée. Pendant que le SDF qui a des élus, c'est pratiquement un non-événement. Le PCRN qui a des élus, c'est pratiquement un non-événement. Personne n'en parle. Et on n'a pas eu l'impression que ces deux partis sur les 5 dernières années ont fait plus l'actualité que le MRC. On continue toujours de s'acharner sur le MRC. Demandez à Elimbi Lobé et écoutez ses interventions à la télévision. Limite, il a oublié même qu'il y a d'autres partis politiques au Cameroun. Pour lui, le parti au pouvoir, c'est le MRC. Le parti d'opposition, c'est aussi le MRC. Pour lui, il n'y a qu'un seul parti. En fait, il a oublié tous les autres. Je ne sais même pas s'il est au courant. Tu lui dis que signifie PCRN, il ne le sait pas. Que signifie SIF, il ne le sait pas. Pour lui, il n'y a que le MRC. Tout le monde parle du MRC. Vous mettez, c'est d'ailleurs tous ceux qui sont venus, même sur les panels des activistes, même sur ils sont incapables d'organiser leur propre panel de discussion. Or, on a tous le même WhatsApp. J'ai créé mon WhatsApp, ça fait peut-être 5 mois, et ce n'est que ces dernières semaines que je l'utilise. Mais j'organise mes panels où on est quand même 300, 400 personnes au fur et à mesure de la soirée, comme vous êtes en train de le voir actuellement, et où je parle de mon parti, le MRC, et justement des violations commises par le gouvernement du Cameroun, ce qui est normal, c'est le rôle de mon parti, le MRC. Mais un militant du PCRN, quand il vient, quand on les invite, ils ne nous parlent pas de leur parti, de leur programme. Ils nous disent comment Maurice Kamto n'est pas un politicien et comment le MRC n'a même pas d'élu et n'ira pas aux élections. Donc le MRC a montré qu'il peut briller sans être à l'Assemblée nationale, puisque tout le monde parle du MRC, puisque le MRC fait l'actualité. C'est le MRC quotidienne. Et donc quand Maurice Kamto dit que notre rôle, c'est ça, là, de veiller à la bonne tenue des élections, donc de veiller aux inscriptions, de veiller à ce que les lois concernant les inscriptions sur les listes électorales soient respectées, bah, c'est un fait. C'est exactement de ça qu'il est question. C'est exactement ça le rôle d'un parti politique. Et on le fait fort bien sans être à l'Assemblée. Nous avons donc montré sur les 5 dernières années que on pouvait faire politique sans avoir des élus. On pouvait renoncer à donner des postes à 2-3 personnes pour faire des figurants, pour que le RDPC nous dise à chaque fois « Ah oui, mais vous êtes à l'Assemblée, non, vous avez des élus. Si on n'avait rien changé, c'est votre problème. Les Camerounais ne vous ont pas voté. Regardez, vous avez seulement 2 députés. Donc on vous a désolé, on vous a vomi. » C'est ça qui était prévu. C'est pour ça qu'il nous empêchait de battre campagne dans les villes du Cameroun. C'est pour ça que tu es arrivé chez Kabaye Djibril, tu veux faire ta campagne, on brûle les effigies. Tu arrives dans le sud, là-bas, on te dit c'est le socle granitique, tu n'entres pas. Tu arrives à Yaoundé, le sous-préfet n'est pas là pour signer tel document pour les différents candidats, pour valider tel ou tel dossier. Tu arrives ici, le maire n'est pas... C'est pour ça qu'ils ont mis tout ça en œuvre, parce qu'ils avaient déjà fabriqué leur nombre de députés à l'avance qu'ils allaient nous donner. Et on allait, et à chaque fois qu'on allait revendiquer quelque chose, ils allaient nous dire, les Camerounais nous ont vomi, sur 180 députés, on n'en a que 5. Donc vraiment, qu'on laisse tomber et qu'on attende les prochaines élections. On leur a donc montré qu'on peut renoncer à ces 5 postes-là. Désolé pour Célestin Jamen, je sais que c'est pas facile, je le comprends. Il a pris une balle, et ça aurait été intéressant pour lui d'avoir quand même une récompense en tant que député ou en tant que maire. Désolé, mais c'est la vie, c'est la politique, c'est aussi la science du sacerdoce, la science du sacrifice. Chacun de nous a sacrifié quelque chose. J'ai sacrifié ma liberté, je ne peux plus retourner au Cameroun, mon propre pays, je suis obligé de vivre en terre étrangère. Bibo Nissak n'est plus en liberté. Maurice Kamto se fait vilipender par tout le monde. Il arrive à Douala, on lui dit de rentrer à Yaoundé. Il est au Cameroun, on lui fait des assignations à résidence, des emprisonnements de 9 mois, il va organiser telle ou telle rencontre politique dans Yaoundé, on dit que non, trouble à l'ordre public, vraiment, fais ça dans ton siège et tout. Bref, nous avons tous payé le prix de quelque chose, et c'est aussi ça, la politique. Donc il est important justement de retenir cela. Et donc la leçon que Maurice Kamto nous donne dans sa conférence de presse d'hier à ce niveau-là, et qui est très importante, c'est que on n'a pas besoin d'être, c'est que le rôle d'un parti politique, c'est de défendre l'état de droit absolument partout, en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Et tout à l'heure, quand je vous dis, par exemple que si vous avez votre enfant, vous qui criez que oui, mais sans élus, comment pas un parti politique sans élus? Si vous avez votre fille ou votre femme qu'on a kidnappée, Boko Haram a capturé votre femme. Si Boko Haram a capturé votre femme ou votre enfant, vous qui demandez qu'on soit à l'Assemblée là, si vous venez me dire que Boko Haram a capturé votre femme, je vais vous demander d'attendre les élections législatives de 2026. Dès que vous êtes à l'Assemblée, allez chercher votre femme, puisqu'on ne peut pas faire politique si on n'est pas à l'Assemblée. Mais si vous savez que vous pouvez récupérer votre femme sans être à l'Assemblée, comprenez donc l'action du MRC qui montre que, voilà, c'est-à-dire qui montre que
On peut faire politique sans être à l'Assemblée. On peut d'ailleurs très très bien faire politique sans être à l'Assemblée. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. On est en train de défendre vos droits. Le SIF n'a pas fait un live où vous êtes présent. Le PCRN n'a pas fait un live où vous êtes présent, où il défend vos droits. Vous êtes sur les lèvres d'un MRCiste pour justement écouter les violations de droits par le président du Conseil constitutionnel et les voies de recours possibles ou les voies de recours qui ont été amorcées par le parti qui, curieusement, n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Or là, justement, on est en train de faire ce travail-là. Et c'est important. C'est important. Il s'agit de, de protéger autrui. Il s'agit de communiquer la bonne information à la génération future. Nous ne devons pas manipuler nos enfants. Ce que vous faites dans la rue, sachez que l'éducation que vous propagez se répercute sur vos enfants également. Quand toi, le biaïste, tu passes le temps à dire qu'il faut être à l'Assemblée pour faire bouger les lignes, sache que l'autre biaïste dit ça là-bas dans ses panels, et à côté, il tombe sur ton enfant, à qui il enseigne cette bêtise. Et ton enfant grandit avec une culture politique incroyable, où il croit que il faut être à l'Assemblée. Les grands penseurs de la politique n'étaient pas à l'Assemblée. Le penseur des théorèmes démocratiques des temps modernes, Jean-Jacques Rousseau, est-ce qu'il était à l'Assemblée? Il a écrit le livre en 1762 du contrat social, où il dit que ce qui fait fonctionner un état de droit, c'est la soumission de tous les citoyens à une volonté commune. Le Gemeinwille, la volonté générale. Et à partir du moment où on a accepté, on dit donc aujourd'hui, si quelqu'un enfreint cette loi, on le punit d'environ 2 jours d'emprisonnement, il paye 1 euro d'amende. On dit tout le monde est d'accord, oui, on accepte, on signe. C'est ça qu'on appelle le contrat social, c'est ça qu'on appelle la loi. Je suis président de la République parce que les gens ont accepté que oui, je suis président de la République. Quand je leur donne un ordre, ils vont obéir. Mais la condition, c'est que je respecte leurs droits et que je respecte les textes que nous avons signés ensemble. C'est ça le contrat social. S'ils ne la respectent pas, il y a rupture du contrat social. Et c'est ça qui aboutit aux guerres, aux révolutions, aux échauffourées, aux chamboulements. Et il y a toutes les crises politiques auxquelles on a affaire à travers le monde. Est-ce que Jean-Jacques Rousseau, sociologue suisse, était dans un parlement? Est-ce qu'il était député? Jean-Jacques Rousseau qu'on a enterré au Panthéon à Paris auprès des grands comme des Victor Hugo. Est-ce qu'il était à l'Assemblée? Est-ce que même Victor Hugo était à l'Assemblée? Victor Hugo qui a défendu Notre-Dame, est-ce qu'il était à l'Assemblée? C'était Victor Hugo, il a pensé la société, il a apporté, c'est-à-dire il a pensé la condition, la condition, la condition humaine, la condition des travailleurs, les misérables. Il a pensé, en fait, il a élaboré en tout cas la pensée humaine dans de grandes largeurs. Si bien qu'à la mort de Victor Hugo, nous dit-on, les prostituées, c'est-à-dire parce qu'il aimait bien fréquenter, on le voyait souvent à la rue de la Joie, la Victor Hugo, oui. Quand il est mort, les prostituées ont décrété une journée de service gratuit, dont ce n'était pas payant. En mémoire de Victor Hugo, elles ont carrément donné la gratuité du piment. C'était la plus belle journée de l'ère humaine, du piment gratuit, de toutes les prostituées justement qui l'aimaient beaucoup, qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et voilà, quand ce grand personnage est mort, qui a eu une grande influence sur la vie, sur la société, elles ont dit aujourd'hui, c'est piment à volonté, dont les gens chopent le piment jusqu'à ce que la tête était toute au rouge. Donc, est-ce que Victor Hugo était à l'Assemblée nationale? Est-ce que Thomas Hobbes, qui pense justement les crises, homo hominem lupus, l'homme est un loup pour l'homme, est-ce que Thomas Hobbes, qui décrit les conditions, qui crée la guerre de tous contre tous et les mécanismes pour éviter, est-ce qu'il était à l'Assemblée? Pas du tout. Donc, voilà. Arrêtez donc de dire à vos enfants, de véhiculer à vos enfants cette idée saugrenue et totalement idiote selon laquelle vous n'avez pas d'élu, vous n'êtes pas à l'Assemblée. En fait, c'est même désolant de voir cette façon de faire la police, c'est que vous n'avez rien compris. Tant que vous savez que si on kidnappe, si on vole votre argent, vous allez au commissariat revendiquer la perte de votre argent sans être à l'Assemblée, arrêtez de fatiguer les gens en disant qu'il faut être à l'Assemblée pour faire quoi que ce soit. Vous faites de la politique tous les jours, or vous n'êtes pas à l'Assemblée. Vous vous plaignez du bailleur, le loyer est trop cher. Vous plaignez que quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vraiment les frais de consultation sont trop chers. Mais c'est la politique. Vous ne vous rendez, mais vous faites des réclamations politiques tout le temps. Mais je parle des biaïstes particulièrement, ceux qui décident ce message-là. Je n'insulte pas tous les Camerounais. Et justement, comme ce sont des poltrons, des couards, ils n'ont pas le courage d'assumer leurs revendications politiques en les portant par exemple dans la rue ou dans un contexte politique réel de revendication. Ils pensent que c'est le train-train quotidien. Non, c'est la politique. Le zone politikon. N'oubliez jamais les paroles d'Aristote. L'homme est un animal politique. L'homme est un zone politikon.
Et les hommes politiques, c'est parce que il n'y a pas un moment où vous ne faites pas la politique. Tout le temps, vous faites politique. Parce que tout le temps, vous plaignez d'un truc. Ah, je suis allé à Chang. Ah, la falaise, l'éboulement. Vous venez de faire une revendication politique. Vous vous insurgez du fait que le gouvernement ne vous a pas mis une euro digne de ce nom. J'ai ouvert le robinet, mince, il n'y a pas l'eau. Ah, Emeyo, ah mince, Emeyo, vraiment, je voulais t'écouter, Wilfred, mais Emeyo a gâté le live. J'étais en train d'écouter, après le courant s'est coupé. Ben, vous venez de vous plaindre. C'est une revendication politique, même si vous la portez lâchement. Donc, il est inadmissible que des gens qui font la politique tous les jours partent dire ailleurs qu'il faut être à l'Assemblée nationale pour faire la politique. Donc, c'est ça, là, c'est important. J'espère que vous prenez bien des notes de tout ceci. On n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale pour faire la politique. C'est la pensée du jour. Et c'est ce que le président Maurice Kamto vous a donc fait comprendre hier dans... Je m'appelle Wilfried Ekanga, s'il te plaît, Medja Edouard. Je ne suis pas un Gemandon. C'est ce que Wilfried, c'est ce que Maurice Kamto vous dit dans son fameux message. Il reprécise donc après, notre credo a toujours été le changement dans la paix et par les urnes. Et voilà pourquoi on est focalisé sur le bon déroulement du processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je vous ai dit. C'est quelque chose que je vous ai dit moi-même il y a à peine quelques secondes. Le MRC prône le changement dans la paix et par les urnes. Nous avons un jeune concitoyen camerounais là qui s'appelle Gignac, je pense que c'est lui. Quand je fouillais le TikTok le matin, j'ai fait 1 minute et demie sur un live où j'étais en train, où il y avait quelqu'un qui venait. Il n'est pas pour Biya, il n'est pas. En fait, ils sont toujours comme ça. Moi, je suis apolitique. Hein. C'était le rôle d'un apolitique au Cameroun, dans ce pays de sorciers, c'est de dénigrer le MRC. Quand quelqu'un commence, moi, je suis apolitique. Il finit, quand ils ont 3 étapes. Première étape, je suis apolitique. Deuxième étape, je ne soutiens pas Biya. Troisième étape, dénigrer le MRC. Je ne soutiens aucun camp. Mais comme il ne soutient aucun camp, au lieu alors de se focaliser sur celui qui est là depuis 42 ans, voire même depuis 60 ans, 62 ans, parce que c'est depuis 1962 que Paul Biya est au pouvoir, quand il est devenu chargé de mission à la présidence. 62 ans. Ma mère n'était pas encore née quand Paul Biya est est venu au pouvoir. Il s'est écoulé plusieurs années avant la naissance de ma mère, quand Paul Biya est arrivé aux fonctions en 62. Mais aujourd'hui, quelqu'un estime que la personne qui doit recevoir tout son courroux, c'est Maurice Kamto. Donc les apolitiques viennent donc et vous disent « Je suis apolitique et je ne soutiens aucun camp ». Au lieu donc de dénigrer le bilan de celui qui n'a pas bitumé les routes pour qu'il n'y ait plus des éboulements dans la falaise de Tchang, de celui qui n'a pas construit l'autoroute, de celui qui n'a pas sécurisé la zone au moyen de la protection civile, qui a quand même un budget moyen de 6 milliards de francs CFA par an. Non. Son focus, ça devient Maurice Kamto. Et donc, des sorciers comme cela sont venus sur la plateforme de notre concitoyen Gignac, ayant justifié, leur argumentation en pot de cacao en disant Maurice Kamto n'est pas un politicien parce qu'on ne fait pas la politique en cassant les ambassades. C'est comme des éléments de langage. Les apolitiques sont encore pires que les biaïstes confirmés. Je préfère avoir quelqu'un qui me dit je suis du RDPC. Lui, je sais pas, je sens qu'ils ont plus de retenue quand on les a dans un débat face à face. De toute façon, on les connaît. Mais les apolitiques là, c'est-à-dire ce sont des pieuvres vénéneuses. Ils sont nuisibles. Ils sont pires que tout. Je suis apolitique. Je suis apolitique signifie je soutiens Paul Biya sans le dire et ma mission est de dénigrer Maurice Kamto farouchement jusqu'à la dernière molécule de mes globules rouges. Voilà la politique made in Cameroun. C'est ce qu'ils font. Première étape, je suis apolitique. Deuxième étape, je ne suis pas pro-Biya. Troisième étape, dénigrer le MRC. Voilà, vous allez voir, le schéma est toujours le même. De toute façon, quand je parle, vous reconnaissez exactement à qui je fais allusion. Dans vos panels, dans vos échanges, vous avez ce type d'individu. Voilà, vous pouvez même citer leur nom en commentaire. C'est comme ça le Cameroun. Donc, il dit, on ne fait pas politique en cassant les ambassades. Or, on va me revenir après sur ces fameuses histoires, même si on revient dessus déjà plusieurs fois. La répétition est mère de l'éducation, et comme il y a beaucoup de têtes dures, on va reparler de ça. Maurice Kamto a toujours préconisé le changement dans la paix. Et d'ailleurs, il le préconise encore dans sa conférence d'hier. Quelqu'un vous dit tout le temps changement dans la paix, mais vous dites que non, lui, il casse les ambassades. Ça ressemble pas à ce qui s'est passé entre Kim Jong-un et Saddam Hussein. Comparez un peu, regardez un peu ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. En 2003, Saddam Hussein est accusé par Colin Powell
le responsable aux Nations Unies que il possède l'anthrax qui lui permet voilà d'enrichir l'uranium tout le tralala pour développer des armes nucléaires, des armes de destruction de masse. Saddam Hussein dit non, c'est faux, je ne les ai pas. On dit tu as mon ami, tu as les armes, la laisse, tu as. Jusqu'à ce que on marche sur l'Irak, on démolit l'Irak, on prend Saddam Hussein, on le capture et on finit par le pendre en 2008. En 2008, oui, en 2008, 2006, je sais plus trop, 2008, je pense. Maintenant, on a Kim Jong-un, et c'est très amusant. Kim Jong-un, lui, il dit, j'ai l'arme nucléaire. Et effectivement, il a l'arme nucléaire, il le revendique. Qu'est-ce que les Américains lui disent? Ah, tu n'as pas. Il dit, j'ai, on dit, tu n'as pas. Ben si, j'ai. Voilà quelqu'un qui réclame, il dit qu'il a. Comment c'est qu'il a? On ne peut pas l'attaquer. Il dit, j'ai, venez, comme vous avez fait avec Saddam Hussein. On dit, non, tu n'as pas. Donald Trump lui dit à l'époque, mon bouton, tu dis que tu as un bouton sur ton bureau où tu peux appuyer et détruire les États-Unis. Je ne suis même pas sûr que ton bouton fonctionne. Moi, j'ai un bouton plus gros que le tien et il fonctionne. Et vous voyez, c'est très ironique. Celui qui est violent dit que oui, je suis violent, venez. On dit non, tu n'es pas violent, tu n'as pas ce que tu dis là. Celui qui n'a pas, on dit tu as. C'est une question de paradigme. Le MRC, c'est pareil. Le MRC n'a cassé aucune ambassade. On dit tu as cassé les ambassades. Le RDPC est violent et a brûlé une préfecture, mais il continue de se désigner comme un parti pacifique. Un parti pacifique, républicain, mendiant de la paix. Ils ont brûlé. Ils ont même tué des gens. Ils ont brûlé la sous-préfecture de Bengbis dans la nuit du 21 septembre 2023. Ils ont brûlé la préfecture. La percée de dire rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de problème. Ils sont toujours pacifiques, ils sont toujours... voilà, il n'y a pas de souci. Mais celui qui n'a brûlé aucune préfecture, rien du tout, on lui colle les actions des activistes indépendants de la diaspora parce qu'il se réclame du changement, comme quelqu'un qui vient prendre une photo avec Wilfried et qui part après, égorger une femme dans la rue. Wilfried devient le responsable parce que cette personne a dit que Wilfried c'est quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup. Des individus majeurs et vaccinés sont responsables de leurs actes. Et donc l'analogie est parfaite quand je parle de l'Irak et des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Saddam Hussein dit je n'ai pas, on dit tu as, on le force à accepter qu'il a. Maintenant, celui qui a dit j'ai, venez, on est non, tu n'as pas. Oui, on est en pleine sorcellerie. C'est le même type de délirium qui accourt actuellement avec le biaïsme contre le MRC. C'est exactement la même chose. Et donc, Maurice Kamto revient et précise ce qu'il dit depuis le début. Le MRC prône le changement dans la paix et par les urnes. Et vous avez vu, si vous avez suivi la conférence de presse du MRC de A à Z, c'est une exhortation aux moyens pacifiques, aux moyens légaux. Si vous avez vu quelque part où il appelait à porter, vous pensez que quelqu'un peut colporter des armes au Cameroun et être en liberté? Comment c'est possible? On l'a mis en prison 9 mois. On l'a quand même libéré. Vous libérez quelqu'un qui prône les armes, qui a les armes, qui finance les ambassoniers. La même chose qu'on a fait à Longuet pour justifier le mal qu'on lui faisait. Avec ce frégnieux, cet ignore de Mathias Eyoko Onangini qui dit que oui, les ambazoniers et tout le travail. Donc quelqu'un finance les ambazoniers, porte les mallettes d'argent, on le torture et on le libère. Il monte, il descend alors qu'on sait qu'il est dans les réseaux ambazoniens. Jusqu'on lui permet de quitter le Cameroun et de se retrouver en France. C'est Longuet qui, par son militantisme, a décidé que maintenant ça paie, même si je ne rentre plus au pays, tant pis. Mais s'il n'avait pas fait sa sortie pour dénoncer Tabala, il serait rentré au pays comme d'habitude. Et là, on a voulu nous mettre dans la tête que quelqu'un qui finance les ambazoniens, lui, il montait, il descendait, tranquille. C'est ça le procès en sorcellerie. C'est ça là, le pharisianisme politique. Le terme que j'emploie toujours pour désigner la méthode Biya, où on justifie le mal qu'on fait à autrui par des inventions qui n'existent que dans notre tête. Donc, Maurice Kamto, lui, il a précisé, le MRC préconise le changement dans la paix et par les urnes. Il dit, c'est notre credo, et ça a toujours été notre credo. Oui, je suis d'accord avec toi, cher Aluka. C'est de la haine gratuitement au Ningini. Tu es docteur, tu enseignes le droit. On torture de tes concitoyens. Toi, tu fais prôner, tu priorises ton appartenance politique du RDPC non avoué, pire même encore ton appartenance ethnique, un tribaliste notoire jusqu'au sommet du crâne, pour dire, oui, c'est, enfin, les armes des ambazoniens, c'est-à-dire, on justifie, on ne dénonce pas, on justifie. Jusqu'il dit que, est-ce que les gens qui s'indignent pour Longuet se sont indignés pour les ambazoniers qui ont tué Frida, qui a été assassinée par les ambazoniers parce qu'elle avait participé au meeting du RDP, aux commémorations c'était du Sino, je sais même plus, quelque chose comme ça en faveur du RDPC. J'ai voulu lui poser la question,
Est-ce que si c'est un Allemand qui te demande, ou un Espagnol ou un Vietnamien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la politique camerounaise et qui te dit, mais on a torturé Longué Longué en violant la loi, est-ce que tu vas lui répondre, lui qui est neutre, lui qui vient de l'extérieur, que oui, mais ceux qui se plaignent de la torture de Longué Longué, ils ne se sont pas plaints des Ambazoniens. Le Vietnamien, lui, il s'en fout, c'est pas son problème. Il veut savoir pourquoi Longué Longué se fait torturer en violation des lois du Cameroun. Il ne veut pas savoir si des gens ont fermé les yeux sur d'autres tortures ou que sais-je encore. Ce n'est pas ça le problème. Et quand tu as tout un enseignant de droit qui prend ce paradigme, qui prend ce prisme, cet angle de vue absurde, c'est d'une débilité, mais c'est-à-dire ça c'est l'angle de vue des débiles profonds pour justifier les tortures sur un Camerounais, c'est incroyable. Et donc, dans le même ordre d'idée, pendant que le MRC prône la paix, vous avez quelqu'un qui vous dit que est-ce que on peut faire politique en cassant les ambassades? Ce sont les activistes qui ont saccagé les ambassades. Ils l'ont revendiqué, on les a punis en France. Maurice Kamto est venu en France plusieurs fois après. La France ne l'a jamais arrêté pour avoir saccagé les ambassades. C'est-à-dire vous n'aimez pas la France, même si c'est le territoire camerounais, ça se trouve à Paris, dans le 16e, dans les beaux quartiers, et ça fait partie du paysage de la ville. Les Français ne vont jamais laisser que leur ville soit détruite, et que quelqu'un arrive, celui qui a détruit, il arrive, il est tranquille, il monte, il descend, il se pavane, c'est impossible. Donc si la France ne l'a pas puni, ce n'est pas vous qui allez le punir, ce n'est pas vous qui allez dire que c'est lui qui a saccagé. En plus, il était au Cameroun. Donc, nous avons donc dit lors de la fameuse conférence de presse que le credo du MRC, justement, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Et Maurice Kamto conclut, voilà pourquoi on est toujours focalisé sur le bon déroulement du processus. Le bon déroulement du processus, pour ceux qui n'ont pas compris. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que je me suis énormément attardé dessus sur ce volet-là. Le bon déroulement du processus. Ne rendez pas les gens barbares pour vous plaindre de la barbarie. C'est-à-dire, il dit bien le bon déroulement du processus. Si vous ne trichez pas, les choses vont bien se passer. Si vous respectez la loi, si Atangna Clément et sa bande ne fraudent pas, si le processus se déroule bien, personne ne va se plaindre. Imaginez, je sais pas, vous êtes marié, vous avez épousé un homme, et au lieu de lui donner les oui, vous refusez. 1 an passe, 2 ans passe. Mais forcément, il va se plaindre. Mais je suis avec une femme, on s'est marié depuis 2 ans. Elle ne me donne pas les oui. C'est inacceptable. C'est inenvisageable. C'est impossible. Si vous voulez qu'il ne se plaigne pas, donnez-lui les oui et il y a la paix sur terre. Voilà, Atangna Clément qui a la loi entre les mains. Il viole la loi. Et après, on va se plaindre de ceux qui se sont indignés. On se plaint de ceux qui se plaignent. On ne se plaint pas de la violation de la loi, on se plaint de ceux qui se plaignent. Et c'est ça qu'ils vous ont mis, c'est ça qu'ils ont mis dans vos esprits. C'est-à-dire, dans vos esprits, et c'est ce que vous disiez aussi à vos enfants, les coupables sont ceux qui se plaignent. On a violé la loi. Les coupables sont ceux qui font des recours, vous avez Atango qui dit non, c'est le buzz. Vous avez d'autres qui disent, ça ne va pas fonctionner de toute façon. Votre recours électoral auprès de la Cour africaine, de l'Union africaine, là, ça a donné quoi? En fait, ils sont contents que les lois ne soient pas respectées. Ça les réjouit, ils sont contents, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont des petits frères à qui ils enseignent la loi. Mais ils sont contents parce que on est d'obédience politique différente. Ils font passer leur délirium politique au-dessus de l'obligation pour tout citoyen de respecter la loi fondamentale de notre pays. Un truc qui n'est pas facultatif. Donc ça, là. Wilfried, ils te diront que les Français n'arrêtent pas le professeur Kamto parce qu'il est avec eux. Bref, ils ont donc, comme Paul Biya n'est pas avec eux, ils ont arrêté Paul Biya pour qu'il n'arrête pas Paul Biya. Donc on laisse les petites choses mourir d'elles-mêmes et c'est pour ça que nous approfondissons ces choses et que nous faisons ce travail d'éducation et d'éveil politique. Voilà. Donc on va y aller, s'il vous plaît, maintenant dans les différentes violations de la loi par le Cameroun, par le Conseil constitutionnel en elle-même. Mais le détour que j'ai fait, que Maurice Kamto a fait, je n'ai fait que décrypter son détour avant qu'il n'en vienne aux fameuses violations. C'est important et j'insiste aussi dessus pour que les biaïstes comprennent. C'est important parce que c'est ça qui sécurise un pays. J'insiste dessus. Enregistrez la partie-ci. Enregistrez ces lives-ci. Ça ne s'enregistre pas sur TikTok, mais enregistrez s'il vous plaît. C'est ça qui permet à un pays d'être éternellement pacifié. Quand tout le monde respecte les lois et quand tout le monde écoute les alertes, quand vos opposants, quand vos adversaires vous disent respectez les lois s'il vous plaît. Parce que si vous ne les respectez pas, vous ne serez pas gagnants. On sera tous perdants. Comme on est perdant actuellement dans le Nozo. Celui qui veut draguer une fille anglophone, c'est foutu. Il est obligé de les attendre à Douala.
Mais s'il va aller dans le Nozo pêcher à la source, c'est compliqué parce qu'il y a la guerre là-bas. Elles sont obligées de se cacher dans la forêt et elles ne sont plus belles comme avant parce que la guerre les a conduits à la fuite. Elles n'ont plus le temps de se maquiller, de s'entretenir. Elles sont en train de fuir en permanence puisque les balles crépitent partout. Donc tout le monde est perdant dans ce registre. La CDC, qui était le deuxième employeur du pays après l'État, ne fonctionne plus parce que le pays est sinistré, parce que le pays en insécurité, parce que cette partie-là n'est plus viable. Elle a perdu, énormément de sa superbe parce que l'économie ne peut pas tourner dans une zone de conflit. Et donc, en zone francophone, on redit à Biya, ne fais pas la même bêtise, ne fais pas la même erreur, sinon les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Ce n'est pas forcément même le MRC. Il y a des Camerounais qui, comme les anglophones, comme les avocats, parce que c'est pas les avocats qui ont pris les armes en 2016 ou 2017, pas du tout. C'est les anglophones qui regardaient ce que subissaient les avocats. Qui vous dit qu'actuellement il n'y a pas des francophones qui regardent ce que subit le MRC et qui vont prendre les armes s'ils constatent que le MRC se fait torturer en violation de toutes les lois camerounaises. Donc l'alerte de Maurice Kamto-Envers Biya, ce n'est pas pour dire si tu violes les lois, je vais prendre les armes et prendre le pouvoir. Il dit non. Si tu violes les lois, en zone francophone, il pourrait se passer ce qu'il s'est passé en zone anglophone. Et quand ça s'est passé en zone anglophone, comme Paul Biya, c'est un incompétent, il pensait que ça n'allait pas arriver. Il ne sait pas gouverner, donc il ne sait pas prévoir. Il s'est dit, on va régler ça vite. On va dératiser la zone anglophone. On va régler ça en un mois et demi. On va leur apprendre. Force reviendra à la loi. Ils feront face à la rigueur et blablabla. Nous y sommes. Aujourd'hui, 2017-2024, c'est près de 8 ans que ça dure. Aucun d'eux n'est capable d'aller passer une semaine là-bas en sous-vêtements et à faire des lives Facebook. Il sait que c'est sa tête qui va rentrer. Personne, ni à Tanganji, ni Ngannou Messi, ni Famandoro, ni Paul Biya, ni Owonangi, ni personne. Ils sont là à crier comme des malabars à Yaoundé. Ils ne peuvent pas aller à Batibo, à Kumba. Ils ne peuvent pas aller à Mamfe, ils ne peuvent pas aller dans le Lebialem, ils ne peuvent pas aller là-bas, dans le Dongamanto, ils ne peuvent pas aller là-bas. Ni en Garbo, nulle part, ni à Mouyoka, ils ne peuvent pas y aller. Samuel Eto'o est allé là-bas parce que c'est une petite main de la dictature. Il parle à dit sans garde du corps. Parce que comme c'est Samuel Eto'o, on va écouter, on va aller là-bas comme cet autre, ce clone ambulant de Steve Farr, l'école est revenue, machin. Les enfants sont allés mourir là-bas parce qu'il fallait envoyer, si l'école est revenue, si tout se passe bien dans le Nozo, envoyez vos enfants là-bas pour montrer l'exemple et envoyez-les sans garde du corps. Samuel Eto'o arrivé là-bas, on voit un garde du corps dans l'autre angle de la photo. Il arrive, il dit, je suis là sans garde du corps. On ne lui a rien demandé, rien demandé. Là, on veut qu'il se mobilise, il ne se mobilise pas. Là, il ne faut pas se mobiliser, il est là toujours présent, là, il doit être absent et absent, là, il doit être présent. Pour se mobiliser, pour dire retour à la paix, Drogba s'est agenouillé après la qualification en Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire en 2006. Fin 2005, il s'est agenouillé pour demander aux deux parties en Côte d'Ivoire de déposer les armes. Ça a énormément contribué à la pacification de la Côte d'Ivoire à l'époque où Ouattara et Gbagbo et Guillaume Soro et consorts se crêpaient le chignon. Un acte qu'on n'oubliera jamais. C'est ce qui fait de Drogba un grand. Quand tu le vois, il respire cette maturité-là. En dehors du football, il n'y a pas que le football dans la vie. Personne n'a critiqué Samuel Eto'o sur le football. Mais maintenant, en dehors du football, qui est-il comme individu? Qu'est-ce qu'il laissera dans l'histoire? Quelle est sa trace? Son utilité sociale? Il n'y a pas que l'argent. Arrêtez d'être des estomacs sur pattes. On t'a de la honte, Faro, on te machin, et soit ça te suffit, il est généreux. Moi aussi, si j'étais milliardaire, je serais généreux. Tu ne peux pas dépenser 1 milliard tout seul. Tu vas acheter quoi? Évidemment, tu vas être obligé de dépenser pour ça. Tu vas construire telle maison à tel petit hôtel à tel dispensaire à tel, forcément. Puis si tu gardes pour toi tout seul, tu vas mener ça où? On va t'enterrer, ça va rester. Bon, c'est pas de la générosité, c'est la capacité tout simplement. Tous les millionnaires font des dons, tous font des dons. Tous font des dons. Même Alfred Nobel a fait des dons. C'est d'ailleurs de ça que vient le prix Nobel. Ses recherches avaient conduit au développement de la dynamite. Et la dynamite, c'est un explosif qu'on peut utiliser pour détruire des villes, détruire des civilisations. Et justement pour se racheter, pour qu'on ne le garde pas en mémoire comme étant quelqu'un qui a justement contribué à détruire l'espèce humaine. Il a dit que mes fonds, ma fortune, que j'ai engrangée par le développement des forces explosives comme la dynamite, elle va désormais servir après ma mort à donner du mérite à quelqu'un qui aura excellé dans des différents domaines intellectuels, la physique, la médecine, la chimie, bref, ce genre de choses. Donc même les Nobel ont fait des dons. Même les tueurs en série ont fait des dons. Le vrai don que tu peux faire, c'est le don de soi, le don de toi-même, les valeurs que tu partages. Donc voilà. Et c'est de ça qu'il est question, ici.
Donc on en voit des gens dire que c'est la paix là-bas, alors que évidemment c'est la crise. On en voit des gens bien gardés, bien armés, bien dire qu'ils peuvent aller sans garde du corps. Et quand vous y allez naïvement, sans les mêmes armes, vous vous retrouvez avec votre tête qui roule par terre comme celle de Florence Ayafo ou des enfants de Kumba. Parce que un incompétent au pouvoir n'a pas su prévoir. Il aime le pouvoir, mais il n'aime pas prévoir. C'est billet de A à Z. Et donc, pour que ça ne se reproduise pas, il faut maintenant prévoir en zone francophone de ne pas faire les mêmes bêtises qu'on a faites en zone anglophone. Voilà. Monsieur Maurice Kamto finit donc en revenant sur les différentes manipulations d'Elecam. Il a mentionné les manipulations d'Elecam dont avant de venir sur le président du Conseil constitutionnel, il a évoqué d'abord les manipulations. Le meilleur don que tu peux faire, c'est le don de soi, Wilfred Ekando. Oui, Valère, Eric, c'est le don de soi. Il y a rien de mieux à offrir que de sa personne. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut transférer d'une personne à une autre. Tu as 1 milliard, on peut les enlever de ta main, on donne à quelqu'un d'autre. Ça fait que maintenant, lui aussi, il a 1 milliard. C'est pas là qu'on réalise la valeur de l'être humain. On réalise la valeur de l'être humain sur ce qu'il peut partager socialement, donc politiquement. La trace qu'on va, c'est-à-dire la trace qu'on va garder de lui dans l'histoire, tout simplement. Donc, et donc, plus tard, le président revient sur, son truc était un peu structuré en 2 axes. Il y avait la partie où il nous parle de monsieur Clément Atangana, mais avant de vous parler de monsieur Clément Atangana, il vous a parlé de monsieur Eric Essosé, qui est, en fait, le président, le directeur général de l'organisme électoral, le directeur général d'Elecam. Et il dit que les manipulations ont été faites par le directeur général d'Elecam et c'est pas moi qui ai écrit le discours de Maurice Kamto, chef, c'est juste que on est du MRC parce que la vision du monde est convergente. La vision du monde, c'est la même, sinon je ne serais pas là. Parce que c'est une idéologie, un état d'esprit. Un biaïste, lui, quand il va venir, il va t'expliquer que, comme Bargatangana, que Biya s'est défié, Paul Biya s'est défié Dieu. La même chose que cet amuseur public de Luther Mekano disait sur les plateaux au Cameroun. Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. Ils ont passé le temps à déifier. Ils nous parlent de gourou. Au MRC, vous aviez un gourou. Ils aiment bien ce mot. Parce qu'ils aiment des éléments de langage pré-fabriqués, pré-conçus. Mais c'est eux qui passent tout le temps à comparer Paul Biya à Jésus-Christ, à Dieu, à machin. C'est terrible. C'est terrible. Donc nous, on est mu par une idéologie, on est mu par une vision du monde, on est mu par des concepts, par une, convergence politique. Et c'est pour ça que sans avoir écrit le discours de Maurice Kamto, je peux le décrypter comme ça parce que, je suis d'accord avec tous les fondamentaux qui s'y trouvent. Donc voilà, permettez-moi de marquer une petite pause de 4 secondes avec la chanson. Le temps que vous partagiez, que vous diffusiez, justement ce live, parce que là on va entrer dans le vif du sujet, les fameux articles qui ont été violés par monsieur Eric Essosé et monsieur Clément Atangana, et nous allons voir pourquoi ils ont été violés. Et voilà, donc sécurisez s'il vous plaît notre live avec vos cœurs et vos petits cadeaux. Ça ne va pas durer longtemps. La petite chanson que je mets, c'est juste pour commencer avec le maximum de personnes. Tu parles de quelle comparaison, cher frère? Je vois là, il y a notre... il s'appelle Ostencia, il dit, c'est vraiment terrible ces comparaisons. À quelle comparaison tu fais allusion? Tu peux nous le dire en commentaire. Peut-être qu'avant qu'on ne poursuive. Je n'ai pas très bien compris l'idée. Oui, cher ACB, le souffle de la Renaissance du Cameroun. C'est un son
ça a été violé parce qu'ils lisent et ne comprennent rien. Oui, oui, enfin, ils comprennent. Non, 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 c'est intentionnel. Là, tu essaies de les innocenter si tu dis qu'ils ne comprennent pas. Ah non. Ah non, 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 non. Monsieur Clément Tangana, c'est un juriste. Il n'est pas né de la dernière pluie, il comprend. Quand on l'a nommé président du Conseil constitutionnel en février 2018, il était très content, il jubilait, mais vous avez oublié la vidéo où il dansait les mains en l'air, Paul Biya, ayop, 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 tout le tralala, lors de sa nomination, c'était filmé par caméra. Donc, s'il jubilait, c'est qu'il savait le métier dans lequel il met les pieds. Sinon, il n'avait qu'à nous dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'on vient de lui donner comme fonction et qu'il préfère la léguer à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Ah oui, maintenant j'ai compris. Oui, comparaison Paul Biya, il le dit, il compare avec Dieu. Oui, il compare avec Dieu. Et c'est nous qui avons un gourou à la tête du MRC. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire, on inverse les paradigmes, on inverse les responsabilités. Alors, bref. Nous allons donc venir sur le sujet fondamental, le rappel que le président fait sur les manipulations par la direction générale de Elecam. Maurice Kamto précise qu'il n'y a pas que Elecam qui a violé les élections. Elecam ne le fait pas seul, il a des partenaires techniques allemands. Et il y a un bureau, ces deux sociétés ont fait de la société Veridos. Ça m'étonne même parce que Veridos, il y a un nom espagnol, bref. On nous dit que c'est des sociétés allemandes, soit les sociétés Giesecke et Devrient, c'est une société, une sorte de partenariat, une sorte de joint venture. Giesecke et Devrient, ça c'est la première société qui est certainement une sorte de joint venture. Et maintenant la société est Veridox, c'est eux qui sont chargés de gérer l'élaboration des cartes électorales, du fichier électoral, bref, des listes électorales, tout ce qui y a trait. Et c'est cela donc que Maurice Kamto incrimine en disant que les violations de loi au niveau des Elecam partent du concubinage pervers entre monsieur Eric Essossi, qui est le directeur général de l'organe électoral, et justement ces fameuses entreprises. Et il se demande finalement, quand on regarde justement tout ce qu'ils sont en train de faire, on a presque l'impression qu'ils nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Vos amis qui sont ici, là, les Brico, les Yatango et les je ne sais qui, des gens qui vous vendent toujours Maurice Kamto comme un France-Africain, qu'ils réalisent donc voici Paul Biya qui coopère avec des sociétés allemandes qui sont en train de tricher au niveau du fichier électoral. Au regard de tout ça, quelle est la conclusion qu'il faut tirer? Est-ce qu'il triche en faveur de Kamto ou en faveur de Paul Biya? L'évidence nous montre qu'il triche en faveur de Paul Biya. S'il triche donc en faveur de Paul Biya, c'est pour que Paul Biya reste au pouvoir. À quel moment peut-on donc nous dire que c'est Maurice Kamto que les colons veulent installer? Je ne comprends pas. Le même Paul Biya a dîné avec Nicolas Sarkozy dans sa chambre d'hôtel. Quand quelqu'un vient me voir dans ma chambre d'hôtel, bon déjà avec les filles qui vont entrer dans ma chambre d'hôtel, mais maintenant quelqu'un vient me voir dans ma chambre d'hôtel, c'est que je m'entends bien avec cette personne. Bon, c'est Paul Biya qui reçoit Sarkozy, l'assassin de Kadhafi dans sa chambre. Mais c'est Maurice Kamto que la France veut y installer au pouvoir. C'est Paul Biya qui bénéficie de la fraude électorale des partenaires allemands du Cameroun. Giesecke et Devrient et l'autre société Veridos, et c'est quand même Maurice Kamto que le colon va installer. Vous voyez que c'est plus que le femme-là, quand on dit la sorcellerie, ça c'est le femme-là plus, c'est le con plus. Enfin, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un vient, il vient le premier jour, il y a Wilfried dans la pièce et il y a Footing dans la même pièce. Il vient, il donne une pièce à Wilfried, il s'en va. Il revient le lendemain, il donne une pièce à Wilfried et il s'en va. Et après, Wilfried commence à se plaindre et Wilfried dit que depuis là, on ne fait que favoriser Footing. Mais Footing va demander à Wilfried que mais Wilfried, toi tu es un malade. Depuis, ce n'est qu'à toi qu'on donne l'argent et tu dis qu'on me favorise. C'est toi qui reçois les dons depuis. Comment ça on me favorise? C'est exactement pareil. On fraude les listes électorales en faveur de Paul Biya, mais c'est quand même Maurice Kamto que les colons veulent installer. Expliquez-moi un peu tout ça là. Toutes les fraudes électorales au niveau du fichier que les sociétés allemandes ont fait en partenariat avec Eric Essossi, c'est en faveur de Paul Biya. Comment ça se fait donc que c'est Maurice Kamto que la France, l'Allemagne, l'Union Européenne veut installer au pouvoir, alors que l'Union Européenne, la France, l'Allemagne se débrouillent à ce que ce soit Paul Biya qui soit reconduit? Expliquez-moi ça s'il vous plaît, de manière mathématique, de manière scientifique, en mode 1 plus 1 égale 2, pour que je comprenne aussi le sens derrière. Peut-être qu'il y a une vérité derrière que je ne comprends pas. C'est d'ailleurs, je ne comprends pas. Je ne sais pas où elles sont basées, Christian. En tout cas, elles se font appeler Giesecke. Tu peux rechercher. Je vais aussi rechercher parce que moi-même, je suis curieux. Je me suis posé la question. Elles sont Giesecke et Devrient.
ça sonne même déjà pas très allemand. En tout cas, on va voir. C'est certainement des sociétés au niveau de la biométrie. Donc voilà. Ou peut-être des multinationales qui ont des succursales. Mais je vais chercher. Oh, Google, c'est tout. On cherchera. L'autre, c'est Veridos. C'est même peut-être une société hispanophone qui a fait une sorte de partenariat ou qui a été racheté par les Allemands. Mais c'est pas un nom allemand, ça, Veridos. Il n'y a aucun mot allemand qui s'en rapproche, même Veridos. Les noms allemands qui finissent par OS, ils sont pas très nombreux. Et par DOS, alors, vous n'en trouvez même pas, ou presque pas. Donc, voilà. La première question donc que je pose d'entrée de jeu, c'est comment vous nous dites que c'est Maurice Kamto que les colons favorisent alors que au niveau du fichier électoral qui est trafiqué par les sociétés allemandes qui travaillent avec Eric et Saucé, le trafic profite à Paul Biya. Il n'y a pas le son. Comment ça dites-moi si vous m'entendez. Normalement, il y a le son. Est-ce que vous m'entendez de ce que je dis? Non, je ne sais pas. Ça doit être ceux qui n'ont pas le son doivent avoir un souci au niveau de l'appareil. J'ai actualisé plusieurs fois, ça vient, ça se coupe. Est-ce que vous avez des perturbations sonores ou c'est 5 sur 5? Tout le monde me dit ici qu'on entend. Donc, ok, je vais continuer. Oui, si vous avez le son, très bien. En tout cas, continuez et envoyez les cœurs et les cadeaux, s'il vous plaît. Il faut pas que le live souffre de quoi que ce soit. Comme je le dis toujours, c'est très important, très très important. Tous les cadeaux que vous avez prévus pour le Japap et le Congosa sur Coco Emilia, envoyez-les ici. C'est beaucoup plus utile. On est déjà presque 500 et ça devient justement intéressant. Donc, c'est important que les fondamentaux là soient partagés. Donc, j'ai commencé par une question et elle est importante pour les 500 personnes qui sont en train de nous suivre. Vous êtes en train de dire que Maurice Kamto est favorisé par la France et que c'est les colons qui veulent l'installer. Ça, c'est le blabla que la bande a Kamgang quand il vivait encore parce qu'il est mort. Je l'ai vu ressusciter chez notre frère Oba il y a quelques jours pour disparaître comme une comète. Bon, il a quand même réussi à vous mettre dans la tête que c'est Maurice Kamto, que la France et les autres veulent installer et que c'est Paul Biya, le panafricain, celui qui a dit non aux colons et que les colons veulent chasser. Les colons veulent donc, ça c'est la partie Congo, ça maintenant que nous disent les faits. Les faits nous disent, et vous le voyez sous vos yeux, tous les trafics sur les empreintes digitales, les trafics sur les noms, tous les trafics faits par les sociétés allemandes en concubinage avec Elecam profitent à Paul Biya. Donc expliquez-moi mathématiquement comment quelque chose qui profite à Paul Biya peut être la preuve que c'est quelqu'un qui a dit non aux colons et que les colons veulent chasser. Non, les colons veulent que Paul Biya reste au pouvoir. Voilà les faits. C'est aussi pour ça que c'est dans sa chambre d'hôtel que Sarkozy vient et non dans la chambre de Paul Biya. Parce que Sarkozy, il est la petite main d'Emmanuel Macron pour laquelle il continue de travailler dans l'ombre. Donc, vous l'avez d'ailleurs vu au Stade de France hier pour manifester son soutien au peuple israélien, au gouvernement israélien. Parce que voilà, sa poigne de fer continue de s'exercer jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même un président. Et sachez que quand on est président en France comme au Cameroun, on est membre à vie du Conseil constitutionnel. Donc dès qu'on a quitté le pouvoir, on devient membre du Conseil constitutionnel jusqu'à la fin de sa vie. Nicolas Sarkozy est membre du Conseil constitutionnel en France. Et Nicolas Sarkozy et sa bande, avec les sociétés allemandes et tout le tralala, aide Paul Biya à mieux frauder, justement, la préparation des élections avec le Conseil constitutionnel, justement, avec Elecam, et etc., et etc. Donc, à quel moment c'est Paul Biya le panafricain? Que nous disent les faits? Les faits que je viens d'évoquer sont sous vos yeux, et je n'ai même pas encore commencé à énumérer et à expliquer chacun des articles qui ont été violés. Mais ces faits-là, il faut déjà que vous fassiez cet examen empirique pour que vous testiez la réalité des choses. Dans les faits, vous voyez bien à qui profite le crime. Pour savoir qui est le meurtrier, à qui profite le crime. On a tué Sankara, à qui a profité le crime? À Blaise Compaoré et à la France. C'était donc eux, les meurtriers. Qui a tué Lumumba, à qui a profité le crime? À la Belgique, à Mobutu Kasavubu, à la CIA, aux Américains, et donc c'est eux les criminels. Qui a tué Martinez Zogo? À qui a profité son assassinat? Ça permettait qu'il n'insulte plus Amogo Belinga, Laurent Essolu, Paul Motazé. Donc il faut chercher les criminels chez ces gens-là, tout simplement. À qui profite le crime? En Allemagne on dit Folgen Sie dem Geld. Suivez l'argent. Folgen Sie dem Geld. Suivez l'argent, vous saurez. L'argent va vous conduire à qui, justement, le crime a profité et vous saurez qui est le criminel. À qui profite le crime des violations électorales? Elle profite à Paul Biya. Qui est-ce qu'elle met en avant? Paul Biya. Donc c'est lui, le pion du colon, pour continuer à préserver les intérêts des colons. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, venons-en au fait.
Monsieur Maurice Kamto, donc, après y avoir posé la question que mais c'est comme si c'est de dire il faut croire que ces gens-ci nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Donc après avoir dit plus ou moins clairement que mais finalement ces gens-ci ne se cachent même plus pour soutenir Paul Biya. Ils ne se cachent même plus pour choisir leur camp. Les Sarkozy, les Français sont là, les Allemands sont là, etc. Les Allemands qui ont de graves problèmes actuellement dans leur pays parce qu'il y a eu dissolution, il y a eu démission de la majorité au Parlement actuellement parce que c'est une république fédérale. Tant et si bien que les élections anticipées sont convoquées pour février 2025. Actuellement, c'est le chaos absolu. Le gouvernement est paralysé. Rien ne peut se faire puisque le chancelier est minoritaire au Bundestag. Il ne peut rien faire. Le FDP s'est écarté des de la coalition qu'on appelait la Ampel coalition, de la coalition du feu tricolore qui comportait les Verts et le parti rouge du SPD, les jaunes, ils sont partis, les jaunes du SPD. En Allemagne, du FDP, pardon, les libéraux. En Allemagne, les partis politiques ont la particularité de toujours se désigner par une couleur. Toujours. Tous les partis politiques en Allemagne ont une couleur. Donc souvent, on désigne les partis simplement par la couleur. On dit Grün hat gesagt. Les Verts ont dit que Rot hat nicht gemacht, was er versprochen hat. Le rouge n'a pas promis, n'a pas réalisé ce qu'il a promis. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en Allemagne. Donc c'est une réalité un peu différente. Et donc la coalition du feu tricolore, donc du vert rouge jaune, ou du vert jaune rouge, bref, je sais que les Camerounais ne connaissent pas trop le feu tricolore vu que tous les feux du Cameroun sont cassés, ou presque. Mais regardez sur Google le feu qu'il y a Bata là, ça fonctionne toujours. Bref, si ça fonctionne, en tout cas c'est que vous savez ce qu'est le feu tricolore. Donc le feu tricolore dont en Allemagne, bah c'est disloqué et ils sont pour parler actuellement, donc ils sont en situation de crise politique terrible. Non content d'être en crise politique, leur société veulent donc nous amener aussi la crise politique chez nous, je ne sais pas. Comme ils sont en crise énergétique, ils ont peut-être besoin que Paul Biya leur assure pour, après sa réélection, de meilleurs contrats pour, je sais pas, les ressources pétrolifères et gazières du Cameroun. Bref, on va chercher. Alors, Maurice Kamto a donc raison de poser cette question-là. C'est comme si ces gens-là nourrissaient un projet funeste pour le Cameroun. Parce que, je sais pas, qu'est-ce que les Allemands ont à trafiquer les élections en complicité avec l'organe électoral. Et donc, il met un petit rappel, il dit, depuis 2004, Elekam n'a rien épargné, en fait, rien du tout. Elekam a tout fait au Cameroun comme en diaspora. Elekam n'a fait que violer le code électoral. Et vous l'avez vu, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous aviez encore besoin de preuves. En diaspora où nous sommes, Elekam a violé le codex électoral. Les textes au Cameroun demandent que si vous avez votre passeport, dont un document qui prouve que vous êtes camerounais, vous pouvez vous inscrire sur une carte électorale et voter. C'est la loi de 2011, la loi du 8 août signée par Paul Biya en personne, le 8 août 2011. La loi dit donc que le simple élément c'est le document d'identité et le passeport, notamment, et maintenant la carte consulaire, que tout le monde fait en tant que Camerounais quand il arrive, ça c'est simple. Mais on vous dit qu'il faut le titre de séjour. C'est une violation de la loi que Elekam a faite, une grave violation de la loi d'ailleurs. Elekam est devenu la loi, comme Maurice Kamto le dit dans son speech. Est-ce que dans les faits, est-ce que dans la réalité, la loi le demande? Non. Est-ce que dans les faits, dans la réalité, Eric Essosé et Elekam ont triché? Oui. Donc c'est ça là que monsieur Maurice Kamto dit quand il dit que Elekam n'a rien épargné, que ce soit le Cameroun ou la diaspora, il a violé toutes les lois qu'on pouvait violer. Il a fait des réunions nocturnes, notamment avec Paul Atanganji. Et ça, c'est la violation de la loi, l'article 5 de la loi qui organise Elekam, qui porte sur l'organisation de l'organe électoral, la loi de 2012. Dans son article 5, la loi d'Elekam interdit à Elekam d'organiser quoi que ce soit de conclave politique avec Paul Atanganji, qui est un membre de l'exécutif. C'est une violation de la loi. La loi interdit à Elekam de prendre des ordres de la part d'un organe de l'exécutif. Ils ont violé la loi sous nos yeux. Il y a 3-4 mois, il y a quelques mois là, sous nos yeux. Donc Kamto n'exagère pas quand il dit ils n'ont reculé devant rien. Et nous avons la facilité à nous insurger contre cela parce que nous pouvons justement étayer en vous précisant les textes de loi qui interdisent tout ça. Et c'est pour ça qu'il est important souvent de prendre des notes. Parce que quand vous prenez des notes, au moins vous n'oubliez rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. Donc
ils ont violé ces lois-là au Cameroun, en terre camerounaise comme en terre étrangère. Ils ont violé au niveau de la date. Je vais y revenir en profondeur petit à petit, je résume un peu. Ils ont violé au niveau de la date du 1er, ou si vous voulez du 2 janvier, parce que le 1er janvier est un jour de fête, dont la loi d'Elekam dit que c'est du 2 janvier au 31 août. Ils ont violé, n'ont pas acheminé les kits comme il se devait, bref. Et Moros, comme tu conclus, on dirait que l'engouement les dérange. Et vous avez vu aussi sur le terrain, l'engouement électoral les dérange. Qu'est-ce que Paul Atanganji a dit quand les militants du MRC étaient en train d'inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales au Cameroun? Il a dit, il ne faut pas harceler les Camerounais. Ceux qui vont pratiquer le harcèlement feront face à la rigueur de la loi. Il a menacé les gens qui incitaient leurs concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Au pompe, Emmanuel Bignam était obligé de dire à la télé, si harceler les Camerounais, c'est de leur dire que vous avez le droit d'être inscrit et que faites valoir vos droits. En tout cas, on harcèle volontiers, hein, parce que on va seulement tous nous mettre en prison. On va harceler avec plaisir. Donc, des gens, c'est-à-dire, ils ne se cachaient même plus, ça les dérange. Le RDPC ne veut pas, regardez bien. Et c'est aussi ce qui nous permet d'embrayer sur le discours tribal qui a cours au Cameroun. Le RDPC n'aime pas quand vous parlez des sujets de fond. Le RDPC n'aime pas quand vous incitez les gens au respect de leurs droits. Les RDPC n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils vont toujours dénerver sur le tribalisme pour ne pas parler du programme politique. Et c'est pour ça que ça va les énerver quand vous allez commencer à parler justement de l'inscription sur les listes électorales. Ils savent que les gens vont s'inscrire et que les gens qui vont s'inscrire, Paul Biya n'est pas en odeur de sainteté aux yeux de ces gens-là. Et donc forcément, ces gens-là ne vont pas voter Paul Biya. Donc il faut maintenir le plus bas possible le fichier électoral actuel pour que Paul Biya ne perde pas à l'élection. On sait que les nouveaux votants ne vont pas pour lui. Personne ne va voter pour Paul Biya s'il n'a pas le pain et la sardine. Et plus le temps passe, le pain et la sardine ne fonctionnent même plus. Même le tribalisme ne fonctionne plus. Regardez comment on détruit ça dans les réseaux sociaux de plus en plus. Il y a des sorciers qui sont venus et qui vous ont parlé notamment de la chambre de commerce. Oublions que le ministre, soi-disant la chambre de commerce est détenue par les Bamileke et que... Oublions que la chambre de commerce est détenue par les Bamileke et que les Bamileke... est détenue. Alors, petit problème technique, attendez, permettez-moi une petite pause, je vous reviens dans 5 secondes. On va remettre la musique et revenir sur la chambre de commerce. Donc, on reprend.